Ensuite, vous avez toute une phase de contrôle de ces exigences qui est appliquée, donc les assessments. Donc les assets, alors pour toutes les déclinaisons, tirées 1, 2 et 3, on retrouve systématiquement les interfaces, que je vais détailler plus loin, et les security assets à différents niveaux. Il y a des petites subtilités, mais globalement, sachez que tous sont concernés. Et après, pour le tir 1, tir 2, tir 3, on retrouve les données de réseau, de privacy et financières. Donc, les exemples d'assets. Pour la security, on a typiquement les mots de passe, les clés qui peuvent être utilisées. On a aussi pour le réseau l'interface web, par exemple pour contrôler votre routeur Wi-Fi. Pour la privacy, c'est les noms, c'est les adresses IP, c'est les coordonnées GPS. Et enfin, pour la partie transaction, ça va être vos logs quand vous allez payer, le listing de vos courses, entre guillemets, votre numéro de carte de crédit. Pour les interfaces, il y en a 3 types. Il y a l'utilisateur, donc c'est ce que l'utilisateur a directement en main, donc l'écran, le clavier, un bouton. Vous avez machine, donc c'est discussion machine à machine. Donc ça peut être une API REST, donc par exemple la cafetière qui vient communiquer en centrale, mais c'est aussi le port USB. En fait, le port USB ne va pas communiquer avec l'utilisateur, il va communiquer avec la clé. Et enfin, on a tout ce qui est réseau, donc BLE, LoRa, Ethernet aussi. Donc, comment ça s'applique au niveau des requirements? Donc, on a un arbre de décision. Donc, pour l'équipement, on a notre listing d'assets et d'interfaces. Et on va venir appliquer et dérouler un arbre. Donc là, typiquement, c'est tout ce qui est problématique de contrôle d'accès. Donc la première partie, c'est est-ce que l'asset a besoin d'être accessible publiquement? Oui, non. Est-ce que l'environnement utilisé est sécurisé? Oui, non. Est-ce qu'il y a des contraintes légales? Est-ce que l'asset ne soit pas verrouillé? Oui, non. Puis sinon, est-ce que vous avez mis en place un contrôle d'accès sur votre asset? Et donc, à partir de là, à partir de cet arbre, vous avez donc 3 réponses possibles, applicables, pass ou fail. Après ça, vous allez avoir des preuves à fournir. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant de fournir une réponse entre guillemets binaire. Là, il va falloir aller plus loin. Donc, vous allez donner des informations sur le mécanisme que vous allez mettre en place et une justification pour expliquer en quoi c'est suffisant et nécessaire. Et enfin vient les assessments. Les assessments, il y a 3 piliers. Donc, vous avez le conceptuel qui concerne ce que vous avez rédigé à l'instant. Vous avez le completeness qui correspond à une preuve statique de la mise en place de votre sécurité. Et vous avez le sufficiency qui, lui, va correspondre à une preuve dynamique, donc dans la vraie vie. Et en fait, c'est très important parce que ces méthodes, elles sont appliquées pour vous, pour valider votre travail, mais elles sont aussi appliquées par un éditeur pour valider votre travail. Donc, c'est important de les respecter. Donc, la première partie, c'est assez simple, en fait, vérifier que vous avez bien complété l'ensemble des informations. Donc, typiquement, vous avez un requirement, est-ce qu'il finit en not applicable ou en pass? S'il en fail, c'est pas bon. Alors, ça paraît trivial comme ça, mais vous pouvez avoir aussi des demandes de justification sur la partie légale qui vous obligerait, par exemple, à ne pas mettre un contrôle d'accès sur un asset. Sur le completeness, là, on va la regarder en statique. Donc, typiquement, de votre code, est-ce que vous venez d'implémenter la mise en place d'une vérification d'un token de votre code? Donc là, il va falloir montrer des preuves statiques. Et enfin, le sufficiency, c'est dans la vraie vie, vous venez de déployer votre produit, qu'est-ce que vous avez qui nous prouve que vous avez bien validé tout ça? Donc, par exemple, vous dites que vous êtes chiffré. Très bien. Faites des captures de paquets, pour démontrer que vous avez bien du TLS, c'est bien votre TLS 1.3, on voit bien la négociation, tout se passe bien. Vous avez dit que vous avez mis des protections sur les mots de passe, très bien, démontrez-le, faites du fuzzing, essayez de forcer le mot de passe. Donc ça va vraiment être une mise en application de tests pratiques qui valident ce que vous avez dit. Maintenant, comment réaliser tout ça? Donc vous avez 3 méthodes. Soit vous le faites par vous-même, complètement, soit vous passez par un logiciel qui va vous assister dans votre démarche, soit vous passez par un cabinet de conseil ou un organisme notifié. Alors, par vous-même,
faut déjà savoir que c'est relativement complexe. Alors, une fois qu'on a compris la mécanique, ça va, mais la mécanique est relativement pas triviale. Et tout ce qui est expliqué, globalement, est relativement dans un anglais de haut niveau et très long. Vous allez relire plein de fois les phrases. Vous avez aussi du temps à passer sur les templates, parce que toute la documentation, il faut la faire. Donc, il y a des heures d'Excel à passer. Puis, vous aurez nécessairement besoin de compétences cyber pour aborder le sujet, pour bien le comprendre. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on trouve des ressources en source ouverte. Typiquement sur le GitHub, je pense à The Alliance qui va vous proposer des templates pour compléter le sujet. Ensuite, la phase assistée par logiciel. Donc, cette partie vous permet de gagner du temps parce que toute la partie templating, tout ça, c'est déjà fait. Vous allez apporter plutôt les réponses qui vous sont demandées. Par contre, vous avez une dépendance bien évidemment au logiciel, même si le coût est abordable, il faut en tenir compte parce que des fois les prix varient avec le temps. Et toujours une nécessité d'avoir un accompagnement cyber pour comprendre la problématique. Donc, un exemple de service, il y a Complarium. J'ai aucun intérêt chez eux, ne vous inquiétez pas. Et enfin, vous pouvez externaliser. Donc, ça, en théorie, c'est clé en main. Maintenant, ça peut être relativement coûteux. Il peut y avoir des problématiques de transparence d'aller-retour sur les rétextes que j'ai pu avoir sur le sujet. Et puis, des fois, on va vous poser des questions toujours et c'est sur la cyber et vous ne serez pas là. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Laurent. Du coup, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la mise en œuvre de cette norme harmonisée? Oui. Il y a des questions par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà essayé, peut-être? Je prends la question d'abord et Oui, merci. Donc, Alexandre Bory, ingénieur chez Altir. Bon, on a un peu discuté juste avant. Ouais, moi, j'ai pas posé de questions. Désolé. Donc, grande question qu'on a, ça va concerner l'auto-certification. Enfin, c'est pour des raisons de coût. C'est toujours la fameuse problématique se pose. On se pose des grosses questions sur les niveaux d'exigence de la norme. Dans le sens où on ne sait pas, enfin, on ne sait jamais où mettre la barre, en quelque sorte, sur, par exemple, ce qui est un stockage sécurisé, ce qui est une communication sécurisée. Bon, on sait qu'il y a des bonnes pratiques et on est au courant grâce à des fournisseurs, mais si jamais on discute avec un laboratoire en Chine, on ne sait jamais si eux, ils vont faire preuve de rigueur ou pas. Ouais, alors c'est une question comme ça, c'est un peu difficile parce que c'est pas, ça sort un peu de mon domaine de compétences. Maintenant, il y a un état de l'art sur un certain nombre de choses. Donc, tu parles du chiffrement, il y a des algos, il y a des bonnes pratiques, des modes de bloc à utiliser. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et en fait, dans la pratique, je pense que si tu mets en place l'état de l'art, il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Après, tu pourras poser la question au Bureau Veritas, je pense qu'ils te donneront plein de détails. Merci. il faut garder la question pour la prochaine intervention aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la mise en œuvre de cette partie norme 18031? Juste, moi, j'avais compris que c'était pour les... Donc, la directive RED, c'est quand même radio equipment. Mais là, tu as dit que même si c'était Ethernet, donc en filaire, c'est applicable quand même? Non. En fait, ce qui se passe, c'est que si tu as un équipement radio sur ton device, tu tombes du coup sous la directive RED et du coup, derrière, même s'il y a de l'Ethernet, ça rentre dedans. Typiquement, vous avez un routeur Wi-Fi, et vous avez généralement une prise Ethernet dessus et il est possible que vous ne vouliez pas que votre interface d'illustration, par exemple, soit sur le Wi-Fi mais sur l'Ethernet, d'où le fait de faire le listing des interfaces. Parce que par asset, on va venir regarder ce qui se passe par rapport à l'interface. Ok, du coup, ça s'applique à toutes les interfaces du device qu'il ait une communication sans fil ou autre, on va dire. Oui, exactement. Et oui, pareil, l'accent est mis sur le fait que si une interface n'est pas utilisée, elle doit être neutralisée pour éviter de s'en servir comme surface d'attaque. Ce qui a été un peu dit ce matin, effectivement, c'est le bon sens, mais encore faut-il y penser. Exactement. Oui, c'est un point très important. J'ai peut-être pas assez surligné, mais c'est beaucoup de bon sens cyber. Il n'y a pas de choses ultra exotiques, c'est relativement simple, mais c'est indispensable en fait.
Ouais, je suis d'accord. Après, pour répondre à la question, on se pose aussi, nous, des questions, parce que comme vous l'avez vu ce matin, on a fait du hacking. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin et d'aider aussi les industriels pour le côté passage de cette fameuse 18031. Mais comme à quel moment on détermine que les tests sont suffisants ou pas, sachant que voilà, les failles, on en trouve tous les jours, plusieurs dizaines, voire centaines. C'est compliqué de dire qu'à un moment, l'objet, enfin le système, maîtrise toutes les failles répertoriées, etc. Oui, en fait, c'est pour ça qu'il y avait un intervenant ce matin qui parlait des BIOS, donc une analyse de risque. Et c'est pour ça que c'est aussi pertinent d'avoir une analyse de risque sur un produit, parce que ça vous permet de calibrer la réponse à apporter vis-à-vis de la menace. Parce que sinon, on peut passer beaucoup de temps à mettre en place des sécurités qui sont overkill par rapport aux besoins. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a des questions, je n'ai pas regardé en ligne, mais il n'y a pas de questions en ligne. Donc, merci Laurent. Et puis, du coup, on va passer à l'intervention suivante. On va laisser la main pour que je change. Le micro déjà. Oui, oui. Tu peux changer de... Bonjour à tous, Amine Kirat, responsable commercial cybersécurité au LCIE Bureau Veritas. Et aujourd'hui, je vais commencer ma présentation par une question. D'après vous, en France, combien d'établissements de santé ont signalé au moins un incident de cybersécurité en 2023? Vous pouvez vous lancer, il n'y a pas de... 12, 50. Allez, 50 d'un côté, 257. 12. 1000. 1000. Allez, je vous donne la réponse. Donc, c'est 422. 422 établissements, déjà en 2023, c'est pour ça que j'ai voulu volontairement prendre l'année 2023, ont signalé donc au moins un incident de cybersécurité. Donc, au moins un, ça veut dire que ces établissements ont potentiellement eu 2, 3, 4 ou plus d'incidents. Et une des raisons qui fait qu'il y ait autant d'incidents de cybersécurité, c'est qu'il y a de plus en plus d'équipements qui sont connectés et notamment des dispositifs médicaux connectés. Le but de mon intervention aujourd'hui est de partager les bonnes pratiques de cybersécurité avant la mise sur le marché de vos dispositifs médicaux. Alors, j'ai scindé cette présentation en 3 parties. Donc, on va tout d'abord regarder une approche plutôt globale de la cybersécurité. Ensuite, on va vraiment focuser sur les dispositifs médicaux. Et on va s'intéresser dans un 3e temps aux normes et aux prestations à réaliser avant la mise sur le marché de ces équipements. Alors, déjà, de quelle cybersécurité parle-t-on? Donc ça, c'est important de bien remettre dans le contexte parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de cybersécurité. Donc, il y a la partie IT. Donc, en haut à droite, ici, qu'est-ce que la partie IT? C'est tout ce qui est les interfaces IT des établissements. Donc, par exemple, vous pouvez faire des pentests IT avec les équipes DSI pour vérifier que vos infrastructures sont sécurisées. Il y a notamment la norme aussi ISO 27001, etc. On a la partie OT, donc à gauche, tout ce qui est cybersécurité industrielle, avec donc une norme qui est très connue aussi en cybersécurité, qui est l'IEC 62443. C'est une norme très importante. On va revenir tout à l'heure. Et donc, à droite, on a tout ce qui est en mobilité. Donc, on a tout ce qui est IoT, par exemple, un téléphone portable. On a tout ce qui est automobile connecté, comme on l'a vu ce matin. Et on a les dispositifs médicaux qui sont dans cette partie-là. Donc, c'est vraiment important de visualiser cette cartographie parce qu'au final, il y a quand même une interaction entre ces différents environnements. Et un dispositif médical, il peut être utilisé chez un particulier, il peut être utilisé dans un établissement de santé, il peut être aussi en mobilité et il peut être porté par le patient. Alors,
Maintenant, on va regarder, on est toujours sur l'approche globale de cybersécurité. Ça, c'est une des slides les plus importantes de la présentation parce que finalement, on voit toutes les prestations qu'un fabricant peut réaliser depuis la formation jusqu'à la certification. Et comme je vous l'ai dit, on est dans la partie globale. Donc, cette approche, elle est utilisable dans tous les domaines sur lesquels on intervient. Nous, on intervient sur le médical, l'industriel, l'IoT, l'automobile. Et donc, après, on va customiser finalement ces prestations. En tout cas, c'est vraiment une approche globale. Alors, je vais commencer par l'analyse de risque. L'analyse de risque, c'est vraiment la pierre angulaire quand vous avez un projet de cybersécurité. Pourquoi? Parce que dans l'analyse de risque, on va commencer par construire un data flow diagramme. On va comprendre comment fonctionne votre équipement, comment il est connecté, qu'est-ce qui gravite autour, quels sont les flux de communication donc entrantes et sortantes. Et partant de ce data flow diagramme, on va identifier des menaces. Et surtout, on va donc identifier des scénarios d'attaque et on va scorer ces menaces. Comme le disait Laurent précédemment, une menace, effectivement, c'est important de l'identifier, mais par contre, le plus dur, c'est de la scorer, de voir si c'est une menace qui a un vrai impact ou si c'est une menace qui finalement n'a pas d'impact, auquel cas, ça ne sert à rien de la traiter. Et donc, avec ce modèle des menaces et ce data flow diagramme, on va donc coter et scorer ces menaces pour que derrière, le fabricant puisse mettre en place les bonnes mitigations, les contre-mesures qui vont annihiler toutes ces menaces et s'assurer que d'un point de vue théorique, en tout cas, notre produit est safe. Donc ça, l'analyse de risque, c'est vraiment important, c'est la pierre angulaire. Ensuite, on a les pentests. Alors les pentests, dans la présentation, je les ai mis juste avant l'analyse de risque. On aurait pu les mettre après. D'après vous, quelle est la différence si on fait les pentests avant ou après l'analyse de risque? En fait, ça n'a pas les mêmes vertus. Alors, je vais vous donner la réponse que j'attendais en tout cas. Sur les pentests, si on les fait avant l'analyse de risque, on va vraiment commencer par des pentests pour faire un premier état des lieux. Je prends mon dispositif, je vais le tester, et je vais pentester plutôt, et je vais voir toutes les vulnérabilités, et je vais découvrir toutes les vulnérabilités. Ensuite, je fais mon analyse de risque et je peux refaire des pentests. Et si je fais les pentests après l'analyse de risque, les vertus vont être différentes. Ce sera de vérifier si toutes les contre-mesures et tout ce qu'on a implémenté à l'issue de l'analyse de risque a bien fonctionné. Et tout ça, c'est une démarche itérative. C'est-à-dire que de toute façon, analyse de risque, pentest, on le fait et on réactualise. On dit souvent à nos clients, l'analyse de risque, on l'a fait ensemble. Après, c'est un transfert de compétences. Vous pouvez la réutiliser sur d'autres équipements. Et pareil, l'analyse de risque, elle va vivre dans le temps. C'est-à-dire que je fais évoluer mon équipement, j'intègre d'autres technologies radio, je vais updater mon analyse de risque. Et donc, je refais des pentests pour voir si ça a bien fonctionné. Concernant les pentests, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais on a différents niveaux de pentest, en black box, grey box, white box. Donc, en black box, on se met vraiment à la place d'un attaquant, sans aucune information. En white box, là, le client nous donne plus d'informations et on arrive à aller plus en profondeur. L'exemple que je prends, alors généralement, on fait du grey box, mais l'exemple que je prends, c'est un cambrioleur qui va essayer de rentrer dans une maison. Il y a le portail, la porte d'entrée et le coffre-fort à l'intérieur. Si on se met en black box, peut-être qu'il va avoir du mal à ouvrir le portail. Il va avoir, et derrière, alors que derrière, la porte d'entrée, elle n'est pas très bien sécurisée et le mot de passe du coffre-fort à l'intérieur, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, il faut peut-être lui donner le mot de passe du portail pour qu'il puisse aller un peu plus en profondeur. Voilà, c'est la différence entre black box, grey box, white box. Voilà, donc les pentests qu'on peut faire avant ou après l'analyse de risque. L'analyse de risque est vraiment la pierre angulaire. Le training aussi, j'en ai pas parlé, mais effectivement, on pouvait faire aussi c'est la partie training, mais ça, c'est plutôt côté client pour identifier déjà les ressources en interne, les budgets, etc., etc. Et une fois que tout ça est fait, là, on va basculer côté homologation, certification. Donc, la prestation qu'on peut faire dans un premier temps, c'est un gap analysis. Donc, le gap analysis, qu'est-ce qu'on va faire? Un état des lieux. OK, j'ai identifié un standard. Tous ces points sont demandés dans la norme. Où j'en suis par rapport à cette norme? Et donc, on fait un gap entre ce qui est demandé dans la norme et ce que j'ai déjà de mon côté. Et enfin, on peut aller chercher l'évaluation et la certification. Je refais une petite parenthèse avec la 18031. Dans le cadre d'une évaluation 18031, donc comme on l'a vu, il y a l'évaluation conceptuelle et fonctionnelle. Le gap analysis, dans ce cas de figure, équivaut à l'évaluation conceptuelle et après, on a l'évaluation fonctionnelle. Ça peut être vraiment dans la continuité.
Voilà pour cette slide. La durée à droite, elle est à titre informatif. Encore une fois, ça, c'est vraiment une slide globale. Alors, elle va dépendre de deux éléments, la durée, et ben, du niveau de compétence et de maturité des équipes qui nous sollicitent et de la complexité du device. Si je prends un exemple un peu extrême, une équipe novice avec un device extrêmement complexe, forcément, on va avoir plus de temps il va nous falloir plus de temps pour délivrer la prestation, sachant que là, c'est en Monday, c'est le nombre de jours nécessaires à notre équipe technique, mais théoriquement, typiquement plutôt pour une analyse de risque, on va dire que ces 10 jours, ils vont s'étaler sur une durée d'1 mois parce qu'il y a des allers-retours entre nos clients et nos équipes techniques. Voilà pour cette slide avec les différents services et on va rentrer petit à petit dans la partie médicale. Alors déjà, ce que je voulais vous partager, donc suite au rapport ENISA de la Commission européenne, les dispositifs médicaux ont été classés entre high et substantial. On peut comprendre pourquoi, on en a parlé ce matin. Un dispositif médical porté par un patient qui se ferait attaquer, ben, c'est potentiellement la vie du patient qui peut être en danger. Alors, il faut quand même relativiser cette slide parce que vous savez, on a coutume de dire que le niveau de cybersécurité est celui du lien le plus faible. Donc, si on prend l'exemple d'un établissement de santé, certes, il y a des dispositifs médicaux, mais il suffit qu'il y ait un IoT qui soit mal sécurisé pour créer le bazar dans l'établissement de santé. Et on a eu un cas, c'était autour de 2020, près de Lyon, il y a un établissement à Villefranche qui s'est fait attaquer et il était connecté à deux autres hôpitaux plutôt. La cause, a priori, c'était une chaudière connectée. Donc comme quoi, c'était la faille, ils sont rentrés par là. On a dû décaler des opérations, etc., etc. Beaucoup d'enjeux financiers en ont découlé. Donc, certes, sur la partie médicale, on est sur un niveau haut, mais voilà, vraiment à relativiser. Et c'est aussi pour ça que l'analyse de risque elle est intéressante, parce que vraiment, on va prendre en compte tous les éléments qui gravitent autour du dispositif. Alors, qu'est-ce qu'un medical device? Bon, ça, je vais passer relativement rapidement. Hein. Donc, là, on a des exemples des pacemakers, comme on l'a vu, des pompes à insuline, des systèmes ultrasons. Donc, ça peut être porté par le patient ou ça peut être des équipements médicaux qui aident à faire des diagnostics, qui soient donc directement en interaction ou pas avec le corps humain. Alors, ce qu'il faut noter, ça vous le savez, hein, comme dans beaucoup de domaines, les dispositifs médicaux sont de plus en plus connectés. Historiquement, on était vraiment basé sur la partie sécurité pour être sûr qu'il n'y ait pas des substances toxiques pour le corps humain, etc., etc. Mais comme il y a de plus en plus de connectivité, eh bien, ça crée aussi plus de vulnérabilité. Et de toute façon, on sait très bien que si aujourd'hui un dispositif médical n'est pas connecté, il y a de fortes chances pour que dans le futur, il soit obligé d'être updaté parce qu'il va y avoir des applications mobiles qui vont fonctionner avec. Il y a des concurrents qui vont passer un cap, il faudra passer un cap. Donc, de toute façon, c'est vraiment la tendance. Et donc, dû à toutes ces problématiques de cybersécurité, il y a quand même aussi de plus en plus d'attaques. Et la cybersécurité est vraiment un aspect crucial pour la partie médicale. Donc, deux exemples concrets de cyberattaques qu'il y a eu en 2025 aussi. Donc, l'entreprise Massimo s'est fait attaquer. Donc, il y a eu un vrai impact sur la production et les ventes. Et aussi en Australie, donc en Californie et en Australie à Adélaïde. Donc, l'entreprise SAL, c'était lors d'une étude sur des patients. Donc, il y a des vols de données qui ont été faits, donc des données sécurisées, enfin, des données personnelles qui ont été volées et qui ont été probablement exploitées par les attaquants. Voilà, donc, ça peut vraiment toucher différents domaines, différents types de devices. On rentre dans la troisième partie maintenant, donc sur les normes, les standards et les essais donc, à réaliser. Aujourd'hui, on va vraiment focuser principalement sur la FDA et la MDR parce que globalement, lorsque vous êtes votre dispositif médical, il est prêt à être mis sur ces deux marchés-là, ça vous ouvre énormément de marchés. Il peut y avoir après quelques petites déviations, mais c'est vraiment les deux gros marchés les plus demandés. Donc, vous savez, donc, au niveau des US, donc c'est la FDA qui gère ces aspects-là. Et donc, il faut faire une soumission, une pré-soumission avant de pouvoir lancer le dispositif sur le marché. Et donc là, la FDA va revoir cette soumission. Et sachant qu'il faut vraiment se tenir informé parce qu'il y a souvent des nouvelles versions qui sont publiées voilà, pour déterminer ce qui doit être les prérequis avant de pouvoir positionner son dispositif médical sur le marché. Alors,
Justement, on a la checklist ISTAR 510K, donc où on peut voir qu'il y a toute la partie Security Testing Evidence, donc toute la partie test de cybersécurité. Une analyse aussi de risque dédiée cybersécurité. Donc, si on repense à la slide que j'ai présentée en introduction, voilà, sur chacun des marchés, on va adapter une analyse de risque, et notamment pour le médical. Identifier aussi les standards qu'il faut targeter pour être prêt à répondre à ces exigences. Il y a un gros focus aussi sur le Software Bill of Material, donc on va revenir là-dessus, et tout ce qui est post-market, Cyber Security Plan, ça c'est aussi des sujets qui sont nouveaux. Mettre un dispositif sur le marché à un instant T, c'est bien, mais comment je fais pour m'assurer que dans la durée, dans le temps, mon dispositif médical va toujours être safe, et parce qu'on sait qu'il y a des nouvelles attaques, il y a des nouveaux équipements qui vont se greffer autour, donc ça c'est important de checker ces aspects-là. Pour la MDR, finalement, en fait, entre la FDA et la MDR, ben, on se rend compte qu'on a exactement les mêmes exigences. Donc, on va parler d'analyse de risque, de tests aussi, de pen tests à effectuer. Et en fait, la différence avec la MDR, c'est que la deadline a été décalée en fonction de la classe de votre dispositif médical. La date est plus ou moins proche. Alors, finalement, cette slide, elle résume relativement bien tout ce qui doit être fait avant la mise sur le marché. Et comme je disais, c'est entre la FDA et les US et le marché européen, on va avoir la même approche. Donc, tout d'abord, une analyse de risque qui est vraiment dédiée au médical, avec le modèle des menaces dont on a parlé, et donc avec une approche state of the art, et donc les sécurités de contrôle qui vont être implémentées. Aussi, les Security Guidance and Labeling, donc il y a un document pour l'utilisateur du DM qui doit être fourni. Et donc, faire des tests de cybersécurité, des pen tests, testing d'évidence, des analyses, des scans de vulnérabilité et des codes refus. Et donc, ce qui est aussi relativement nouveau, c'est cette partie post-market où on parlait tout à l'heure de la norme 62443, on va revenir, on va parler des normes. Donc, il y a notamment la partie 4.1 de cette norme 62443 qui avait vraiment été reprise dans le médical, qui consiste à s'assurer que les process de développement sont correctement implémentés. Donc, ça s'intéresse vraiment à un site de production. Avant de checker le produit en lui-même, vous devez vous assurer que vous respectez les process de développement qui soient safe. Et donc, il y a cette partie process de développement et post-market, avec notamment qui inclut donc les patch management, comment vous faites les mises à jour de vos patchs en cas de faille, et comment vous communiquez autour de cet incident, le cas échéant. Alors, l'aspect normatif, ça c'est souvent compliqué pour les fabricants de dispositifs médicaux parce que finalement, on se rend compte qu'il y a des normes de safety, des normes de cybersécurité, on a des normes qui sont dédiées médicales, d'autres normes qui ne sont pas dédiées médicales, et puis on a des normes surtout pour les produits, pour les process, des normes pour l'analyse de risque, et on a des normes qui couvrent tous ces aspects. Donc, comment s'en sortir dans cet environnement normatif? Eh bien, c'est justement ce qu'on va proposer. Donc, ça va être la slide d'après. Mais avant ça, je voulais juste refaire un focus aussi pour bien différencier l'aspect safety. Comme on l'a dit, historiquement, les dispositifs médicaux focusaient vraiment sur l'aspect safety et l'aspect cybersécurité. Même si en safety et en cybersécurité, on a vraiment les approches produits, process et analyse de risque, on a aujourd'hui, donc, la cybersécurité, c'est un pilier, c'est vraiment une activité, un domaine à part entière. Et sur la partie produit, donc on a la norme médicale, la 6601-45, qui est le pendant de la 62443-42. Pour la partie process, on a la 81001-5-1, qui est le pendant de la 62443-41. Et puis pour l'analyse de risque, on a notamment l'AMI-57. Voilà, donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est vraiment de bien distinguer la partie sécurité et de la partie cybersécurité. Pourquoi je vous dis ça? Il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans en arrière, on a beaucoup aidé les fabricants de dispositifs médicaux qui voulaient aller aux US et qui étaient bloqués sur la partie cyber.
Ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'ils ont essayé d'extrapoler la partie safety, sécurité électrique, à la cybersécurité, parce qu'il y avait des dénominateurs communs, mais ce n'était pas suffisant. Il faut vraiment avoir une approche cybersécurité à part entière pour réussir sa soumission, notamment à la FTA. Alors, l'environnement normatif qui était relativement complexe, grâce à ce tableau, finalement, on arrive à résumer un peu tout ça. Donc ça, c'est vraiment un tableau important parce que, comme voilà, c'est indiqué en dessous, si avec la 81001-5-1 pour la partie process, on la complète avec la 60601-45, l'AMI-57 pour l'analyse de risque et l'AMI SW96-2023 pour le post-market, et vous savez qu'au milieu de toutes ces normes, vous avez vraiment ciblé les normes pertinentes pour les différents domaines qui sont mentionnés. Donc voilà, ça c'est un tableau qui synthétise très très bien les normes à avoir en tête et à cibler avant la mise sur le marché d'un dispositif médical. Alors cette slide finalement, elle reprend aussi un peu tout ce qu'on a vu et ce qu'il y a en dessous, c'est que c'est vraiment différencier quelque part ce que pourrait faire une structure comme LCIE Bureau Veritas et ce qui doit être fait par le fabricant. Donc on a forcément on commence comme on l'a dit par l'analyse de risque. Ensuite, on a la Security Guidelines and Labeling, donc le document qui doit être remis à tous les utilisateurs du DM. On a la Security de Control Documentation, donc qui est un document donné avant l'implémentation. Ensuite, on a le Security Control Implémentation, où justement, on va positionner les mitigations suite à ce qu'on a identifié dans l'analyse de risque. Et puis après, on a les Secure Control Vérification, où là, on va donc réaliser pentest, revue de code, etc. Et là, une fois qu'on a fait tout ça, on peut éventuellement aller targeter une norme comme l'UL 2900 ou aller chercher une certification 81001-5-1. Alors, la 81001-5-1, donc c'est sur la partie process, c'est le pendant de la 4.1 de la 62443-4.1. Elle est de plus en plus demandée. Typiquement, aujourd'hui, au Japon, si vous n'avez pas cette norme-là, ça peut poser problème pour positionner un dispositif médical. Alors, ce n'est pas forcément la certification qui demande, mais au moins prouver que vous avez fait quelque chose. Donc, par exemple, un gap analysis sur cette norme-là, ce sera a priori pour l'instant suffisant. Mais en tout cas, ça va arriver aussi dans d'autres pays. On ne s'intéresse pas uniquement au dispositif médical, mais aussi à s'assurer que les entreprises ont une approche cybersecurity by design et aussi, donc, comme on l'a vu, après au post-market. Remarque importante aussi, la partie certification. Aujourd'hui, pour les dispositifs médicaux, nous, on fait très peu de certification parce que c'est quand même déjà relativement complexe aujourd'hui. Typiquement, sur l'analyse de risque, quand on accompagne des clients pour la RAID avec dont la finalité est la 18,31 €, le marquage CE, l'analyse de risque, entre guillemets, elle est relativement light, alors que sur un dispositif médical, compte tenu des enjeux, l'analyse de risque va être plus robuste. Donc, nous, on a des méthodologies qui sont propres à chacun de nos marchés. On peut utiliser de l'EBIOS, par exemple, sur la 10,31 € ou du STRI de plus pour le médical. Enfin, de toute façon, on a fait un panaché, mais voilà, on a nos propres méthodologies d'analyse de risque. Mais voilà, toujours est-il, c'est vraiment cette partie certification. On en fait très peu. C'est déjà relativement complexe d'atteindre de réaliser toutes ces prestations-là. Donc, la finalité, atteindre les normes, on va dire, c'est plutôt le côté label marketing où on peut dire, voilà, mon produit, il est certifié en médical UL 2900, mais ça ne va pas vous bloquer pour mettre vos dispositifs médicaux sur le marché. Donc, si on résume les points majeurs, entre le FDA et la FDA et la MDR, on a vraiment les mêmes attentes. Donc, il faut que le produit soit à la fois sur la partie produit testing. Les grosses nouveautés, c'est vraiment le process, l'implémentation au niveau des process, le software bill of material. Donc, c'est obligatoire de définir précisément ce qui compose votre logiciel, d'où provient chaque partie logicielle et comment vous détectez les vulnérabilités et comment vous réagissez en cas de vulnérabilité sur les différents logiciels qui sont intégrés. Le patch management, comment les correctifs les mises à jour des correctifs sont-elles gérées? Et aussi l'incident-réponse, la réponse aux incidents, comment vous communiquez s'il y a une attaque, voilà, comment les clients vont faire, les utilisateurs vont faire, ou
pour aller mettre à jour le dispositif médical, donc sur Internet, par exemple, s'il y a des patchs qui sont à disposition. Donc ça, c'est vraiment important. Et aussi, on a souligné la 81001-5-1, vraiment cette approche qui est donc le pendant de la 62443-41, où ça devient obligatoire ça va devenir obligatoire de vraiment prouver que vous avez une approche cybersecurity by design et des process qui sont clairs. Donc, quand on parle de process, ça c'est important aussi, on parle d'un site de production, d'un site de fabrication. Par exemple, quand on parle de la 4.2 en 62443, on parle vraiment d'un dispositif médical. Donc, la partie process, on la développe une fois pour un site. Et après, par contre, autant de produits qu'il va y avoir, il y aura autant d'analyse de risque à faire, ou si vous voulez aller chercher une certification, elle sera à faire pour chaque produit. C'est bien important de différencier les deux. Et voilà, donc cette approche vraiment globale et aussi le post-market, comment je m'assure que dans le temps, mon dispositif médical va continuer à être sécurisé. Voilà, donc je voulais finir par cette slide finalement parce que ça reprend vraiment la slide générique que j'avais présentée initialement, mais avec vraiment adapté pour le médical. On a donc la partie analyse de risque avec les normes aussi qui sont définies, la vérification des process sur vos sites de production avec donc en adéquation avec la 81001-5-1. La partie testing, toujours faire des pen tests, des codes revus, des scans de vulnérabilité. Donc, vous appuyez notamment sur l'UL 2900 ou la 81001-5-1. Un gap analysis. Si vous voulez chercher un standard, c'est fortement conseillé de d'abord faire un gap analysis. Pourquoi? Parce que c'est très rare que, à moins que vous soyez vraiment une structure où vous avez beaucoup d'expérience dans ces parties normatives, c'est très rare d'être déjà prêt à aller chercher et de tout de suite être conforme à la norme. Et pour le client et pour nous, c'est quand même plus agréable de d'abord faire un gap analysis, s'assurer que le client est prêt, et après, on déroule et on fait la certification comme ça, d'un trait. Voilà, je voulais terminer quand même avant de finir ma présentation sur cette anecdote. Alors, ce n'est pas lié au médical, mais c'est important de rappeler que la cybersécurité, ces cyberattaques, ça a vraiment de gros impacts. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette entreprise angevine, Octave, donc, qui s'est fait attaquer en août 2024 et en mars 2025, ils ont dû mettre malheureusement la clé sous la porte parce que les conséquences de cette cyberattaque ont été tellement lourdes qu'ils n'ont jamais réussi à s'en remettre. Donc voilà, la cybersécurité, c'est quand même un aspect, un sujet très important et les conséquences sont parfois très importantes et très lourdes pour les entreprises ou les particuliers. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Kira. Du coup, il y a une question en ligne de Monsieur Bimbo de Vitruvens, qui est une entreprise dans le dispositif médical. Est-ce que d'un point de vue normatif, les connexions filaires peuvent être considérées comme plus sûres que des connexions sans fil? Ou est-ce qu'il n'y a pas de règle? Plus sûr, ça justement, c'est la pertinence. Dans l'analyse de risque, on va le déterminer. Là, comme ça, je manque d'input pour pouvoir répondre. Mais de toute façon, la réponse que je peux faire, c'est le fait de faire une analyse de risque, on va identifier, on va scorer les potentielles menaces et on va identifier si le fait que ce soit connecté en filaire ou pas, il y a un impact et est-ce qu'il faut proposer une mitigation plus robuste pour justement être prêt derrière côté normatif. Ok, merci. Sinon, est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à cette intervention? Merci pour votre présentation. Je reviens juste sur une des premières phrases de votre allocution. Vous disiez, enfin, vous venez même de le redire, on fait une analyse de risque, on met des notes aux différentes menaces, etc. Et puis, éventuellement, vous aviez dit, on ne traite pas celles qui ne sont pas jugées pertinentes ou graves. Moi, je suis électronicien à l'ancienne, je n'aime pas trop le flou. Donc, qui décide de la gravité, de qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave, sur quoi on peut transiger ou pas?
Ça, c'est typiquement, c'est pareil, c'est dans l'analyse de risque. En fait, quand on score et on extrapole sur des scénarios d'attaque, eh ben, on peut par exemple dire bah, il y a un port Bluetooth, mais en réalité, le port Bluetooth, il a été pensé au global, mais au final, il ne sera jamais activé dans le cycle de vie du produit. Et donc, tout ce qui est inhérent, tout ce qui va être connecté au Bluetooth, finalement, il n'y aura pas d'impact. Donc, ça, menace, il n'y aura pas de menace parce qu'il ne va pas fonctionner. Ou alors, on peut déterminer que la menace, je ne sais pas, là, je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais elle n'aura aucune conséquence financière, elle n'aura aucune conséquence pour aller se connecter. Donc, c'est justement dans cette analyse de risque, on va dire, bah, on va scorer, on va mettre des notes, dire, voilà, là, c'est élevé, oui, il peut y avoir telle et telle conséquence. On extrapole, c'est en extrapolant ces scénarios, on dira, bah, on a beau extrapoler, on ne voit pas ce qu'il peut y avoir. Donc, c'est vrai que le terme menace, peut-être qu'il il est peut-être mal interprété, enfin mal, c'est peut-être pas le bon terme, mais si on ne la traite pas, c'est que c'est peut-être pas une menace. Voilà ce que je veux dire. J'ai l'impression que là, enfin, c'est soumis à interprétation, Oui. la gravité de C'est ça. menace ou pas. C'est aussi à géométrie variable, excusez-moi, je vous ai coupé, parce que en fonction de comment va être utilisé le device, on peut avoir l'utilisation d'un dispositif, ou enfin d'un équipement IoT par une entreprise de telle façon, par une autre entreprise de telle façon, et c'est pour ça que c'est soumis à interprétation. Parce que comme je disais, par exemple, qu'une entreprise, elle va désactiver le Bluetooth, la Wi-Fi, etc., l'autre va activer ces ports-là, auquel cas, ben, il peut y avoir d'autres menaces. Donc oui, l'interprétation, elle va être, c'est l'équipe, nous on peut donner un point de vue, et puis c'est le client. C'est le client qui décide, est-ce que cette menace, elle accepte ou pas. Et c'est pour ça que j'ai dit que les mitigations qui sont mises derrière, c'est le client. Nous, on s'arrête au scoring. On dit, voilà telle et telle menace, à vous de décider si vous la traitez, vous ne traitez pas, pourquoi c'est votre responsabilité. Donc c'est vraiment une décision à prendre en interne. Ok, donc la responsabilité est Du fabricant. C'est toujours la responsabilité du fabricant. Ouais. Et d'ailleurs, sur la partie, parce que pour répondre aussi un peu à la question précédente, et faire aussi un parallèle avec le CE, il faut savoir que quand je discute avec mes collègues pentesters de la 18031 et du marquage CE, il faut savoir que ça reste relativement light comme approche cybersécurité. L'idée, c'est de dire, on met un IoT sur le marché, on est sûr qu'il y a un minimum de cybersécurité qui a été fait. En revanche, mes collègues pentesters, ils rejoignent ce qu'a dit Laurent, c'est que la norme elle est assez compliquée à comprendre d'une part, mais surtout, c'est qu'avec des pentests, on peut aller bien plus en profondeur et trouver beaucoup plus de vulnérabilité que ce qui est, que si on est compliant 10031, vous faites pentester le produit, je peux vous garantir qu'il va trouver d'autres failles si vous vous limitez à ça. Donc, il faut bien faire la différence, la part des choses, entre l'approche normative et l'approche entre guillemets performance, où je vais aller chercher un maximum de vulnérabilité via des pentests, et l'autre où je vais dire, OK, il y a une norme qui existe là avant de mettre le produit sur le marché. Moi, je vais être conforme à la norme, donc je vais le faire. Merci. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette intervention? Moi, j'en ai une parce que les dispositifs médicaux, alors, je ne suis pas du tout spécialiste, mais il y a plusieurs classes suivant l'importance et où se place le dispositif, si c'est implanté ou qui sert au diagnostic ou qui est juste une aide. Est-ce que du coup, par rapport à la cybersécurité, il y a des niveaux d'exigence différents aussi ou ça ne rentre pas en compte? Non, c'est juste qu'il va y avoir l'applicabilité ou pas en fonction de la connectivité. Mais après, côté cyber, on n'aura pas de différence. Que ce soit un pacemaker ou une béquille connectée, je ne vois pas trop l'intérêt, mais enfin bon, il n'y a pas de différence dans les textes. Ce sera la même prestation qui va être réalisée. Ok. Et après, peut-être un sujet aussi important, c'est la partie CRA. On n'en a pas parlé, mais le CRA, il y a des produits qui sont exclus du CRA, dont les dispositifs médicaux. Donc, il y a le maritime, l'aéronautique, le médical. Enfin, il y en a quelques domaines d'activité comme ça qui sont exclus parce que, justement, ce qui est demandé déjà dans le médical, c'est suffisamment robuste. Par exemple, le médical, c'est bien plus robuste que ce qui est demandé pour l'arrêt aujourd'hui. Oui. Bon, après, voilà, les enjeux sont différents aussi, on va dire, en tout cas pour certains. Et par rapport à la mise sur le marché, donc vous avez dit que la 81 000, 81,05-1. Voilà, désolé, je n'ai pas appris tous les chiffres. C'était pas indispensable d'avoir cette certification pour avoir le marquage CE pour un dispositif. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Voilà. Au Japon, ils bloquent. Ouais, si vous n'avez rien à ce niveau-là, ils vont vous bloquer. À l'heure d'aujourd'hui,
ça ne l'est pas, mais ça va venir d'ici 2 ans, ça va être obligatoire. C'est vraiment l'idée, c'est de préparer, se dire, voilà, la 81001-5-1, c'est la partie process. Comment vous prouvez que vous avez une approche Cyber Security Pipeline et que vos sites de production ont déjà une logique cyber dans la réalisation des dispositifs connectés. Donc, en résumé, il y a 2 ans pour se mettre conforme Oui. par rapport à cette norme-là. Tout à fait. OK. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou sinon on va faire une petite pause de 1/2 heure et puis on se retrouve à 15h30 pour le côté justement un peu plus CRA avec Latis qui va nous en parler et puis l'aspect aussi exemple de développement sécurisé by design, on va dire, et puis aussi le côté industriel. Ben, merci à tous et puis à tout à l'heure. Je ne vais pas m'empêcher d'avoir envie de vous répondre sur le scoring. Alors, en effet, c'est un truc. Et donc, depuis 2000. Jusqu'à créer donc, ce Cyber Resiliency Act donc, en 2024 et jusqu'à une implémentation finale le 11 décembre 2027. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, implémentation finale? Ça veut dire que vos produits que vous mettrez sur le marché, hors produits médicaux, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, mais la plupart des marchés que vous allez servir sont impactés par le CRA et devront donc respecter les contraintes du CRA. On va revenir après, juste après, quelles sont les contraintes et comment on peut les adresser. Donc, dans les produits électroniques, donc on parle de produits électroniques ici, puisque Lattice Semiconductor est un fabricant de composants électroniques programmables. Lattice ne fait que du composant électronique programmable. Lattice a 42 ans, c'est une société américaine, et donc on a des bureaux à peu près partout sur la planète. Et donc, les composants programmables s'appellent aussi FPGA, qui veut dire Field Programmable Gate Array, qu'on trouve ici, avec les ASIC, dans la catégorie classe 1 Important Products. Donc, on détermine des catégories de produits, classe 1, classe 2, produits critiques, en fonction donc de la criticité potentielle de ces produits s'ils venaient à être attaqués. Donc, comme on le vient de dire, donc les ASIC et les FPGA sont des produits de classe 1. Comment donc être compatible avec le CRA pour vos produits connectés actuels et futurs? Donc, pour nous, on considère qu'il y a 4 piliers pour être compatible avec le CRA. Le premier, c'est de faire une analyse de risques et des menaces. Donc ça, on en a parlé déjà un petit peu ce matin. Bien relever donc, les menaces et les risques pour pouvoir, dans la phase de planification, bien savoir contre quoi on vient sécuriser, enfin, contre quel risque on vient sécuriser son système. Ensuite, les bonnes pratiques, c'est d'avoir donc une Product Security Response Team, Intervention Response Team, donc organisation qui est capable donc, de venir en cas d'attaque, donc pour pouvoir détecter, corriger le firmware ou le lieu où il y a eu l'attaque, pour pouvoir tout de suite maîtriser en fait l'attaque qu'il y a eu. Ensuite, il faut avoir un hardware qui soit prouvé et également qui doit surtout être capable d'avoir cette fonctionnalité de Root of Trust. On verra un petit peu après sur la définition d'un Root of Trust. C'est pour être sûr qu'on est dans un état sécurisé et qu'on est capable donc, de se sécuriser soi-même. Mais la proposition de valeur de Lattice avec nos FPGA, c'est également de sécuriser l'ensemble de la carte et de sécuriser l'ensemble des composants actifs de votre carte. Et donc ensuite, au niveau software, également rajouter une couche software pour être capable de monitorer et de pouvoir faire des firmware updates sécurisés et tout en assurant donc, le cycle de vie du produit jusqu'à la fin de vie de ce produit. Donc, ça fait pas mal d'objectifs. Et donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, pour cela, déjà, on ne va pas détailler les premières parties 1 et 2, on va se concentrer sur la partie 3, comme vous l'avez bien compris dans cette présentation. Donc, Lattice, ici, vous avez une vue de nos familles de FPGA. Donc, on a des FPGA depuis 42 ans, comme je le disais. Une large famille de petits FPGA. On est concentré sur le petit FPGA et on est rentré récemment sur ce qu'on appelle le FPGA de milieu de gamme ou mid-range avec la famille Avant qui est marquée ici. Sur la famille Avant, comme sur d'autres familles ici de petits FPGA, on a des services cryptographiques et on a la capacité d'encrypter les bitstreams et d'authentifier les bitstreams. Pour aller plus loin, on a nos solutions MAC, qui sont nos solutions contrôle et sécurité, qui justement, ces solutions-là sont Root of Trust puisqu'elles ont une dual flash avec des capacités de protection avancées.
et qui nous permettent justement de nous recouvrer sur une flash de sauvegarde en cas d'attaque. Ensuite, on a d'autres produits qui sont orientés basse consommation ou connectivité vidéo. Ce qu'on considère nos solutions de sécurité chez Lattice, on a la fondation qui est le Hardware Root of Trust. Donc, Hardware Root of Trust, c'est quoi? C'est un composant qui a une dual boot flash, comme j'expliquais, avec des protections sur cette flash pour empêcher justement de venir compromettre la flash, de venir réécrire dans la flash. Et c'est ces fonctionnalités de base qui nous permettent de transitionner ensuite vers une protection post-quantum cryptographique ou bien PQC. Le PQC ou post-quantum cryptographique, ce sont les algorithmes capables de nous protéger des attaques puissantes des ordinateurs quantiques. Comme je disais ceux précédemment, qui sont capables de casser les algorithmes cryptographiques asymétriques. Également, on fournit une stack software, Lattice Sentry, qui nous permet de faire ce qu'on appelle PFR, du Platform Firmware Resiliency, ou bien de la cyber-résilience. Je viendrai un petit peu après pour expliquer ce que ça veut dire. Et cette stack, on vient la tourner, on vient l'exécuter sur un softcore RISC-V que l'on peut mettre dans nos FPGA. Et je viendrai un peu plus en détail tout à l'heure pour expliquer comment ça fonctionne. Enfin, on a une solution qui s'appelle Lattice Supply Guard pour venir protéger vos FPGA sur la chaîne, sur la supply chain, donc sur vos contract manufacturers. C'est-à-dire qu'au niveau de votre chaîne d'approvisionnement, c'est là qu'en général les risques sont les plus forts. Alors, on a vu de nombreuses attaques qui ont eu lieu au niveau des chaînes d'approvisionnement, notamment l'attaque des beepers en Palestine qui avait eu au Liban il y a 2 ans, ont été commises au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc on viendra un petit peu pour expliquer comment ça fonctionne. Déjà, on commence par définir ce que c'est qu'un root of trust. On vérifie le temps, c'est très bien. Donc un root of trust, comme je vous disais, c'est pour nous l'élément fondamental et qui a ses attributs, donc notamment la possibilité d'avoir un unique ID, une unique secret level identification, donc qui est lié au niveau silicium à chaque composant. Il fournit des services cryptographiques également sur root of trust, donc basés sur des standards, donc ils peuvent être symétriques et asymétriques. Également, il est capable, et ça c'est très important, d'exécuter une fonctionnalité de secure boot. Aujourd'hui, si vous voulez être compatible au CRA, il faut que sur votre système, vous ayez un device capable de faire du secure boot. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas être compatible ou compliant au CRA. Faire du secure boot, c'est-à-dire avoir la capacité de tourner du code authentifié et autorisé. Donc être capable de signer du code et s'assurer que seulement du code authentifié est exécuté par mon composant actif. De manière optionnelle, on peut également gérer dans la confidentialité du code, donc pouvoir encrypter les bitstreams. Et il faut que ce soit disponible quand c'est nécessaire pour éviter justement les attaques de denial of service. Également être protégé, donc ce qu'on appelle rollback protection, donc protégé de remise d'anciens firmware, donc c'est-à-dire pouvoir gérer le contrôle de version. Enfin, c'est un device qui est le premier à être actif sur une carte électronique et le dernier à s'éteindre. À partir du moment où il a tous ces attributs, c'est un root of trust. Pour être le premier à être actif sur une carte, il faut être en technologie flash. Il faut avoir de la technologie flash pour démarrer immédiatement. Donc, pour ces raisons-là, Lattice propose des composants Mac qui sont root of trust et qui sont utilisés aujourd'hui par chacun des acteurs du data center, notamment aux États-Unis. Ici, vous avez l'évolution de notre gamme Mac. Comme vous voyez, la première version s'appelait Mac XO3D sur la famille Mac XO3. Donc, ils sont des FPGA avec flash de petite densité, donc maximum 9400 en parlant logique élément, c'est-à-dire de lookup table suivi d'une bascule. Un FPGA, c'est une mère de logique élément, de lookup table de bascule, de blocs mémoire et de multipliers. Et un certain nombre d'entrées-sorties également. Ça nous permet de faire du calcul parallèle, et ce calcul parallèle est utile notamment pour exécuter des algorithmes PQC. On en verra un petit peu après. Donc, donc les dernières familles qu'on a sorties, ce sont les Mac XO5 et NX, 15D, 55D, et même, donc il y en a d'autres, là maintenant il y a le 20 TDQ, le 30 TDQ et le 55 TDQ qui ont été annoncés publiquement hier. Vous ne l'avez peut-être pas suivi, en tout cas il y a eu des annonces sur notre site, sur LinkedIn. Et j'ai relayé ça sur mon LinkedIn, en tout cas, puisque ce sont les premiers FPGA du marché capables d'exécuter des algorithmes PQC en hardware. Il n'y en a aucun autre sur le marché aujourd'hui.
Alors vous allez me dire, est-ce que j'ai besoin d'exécuter des algorithmes PQC moi, dans mon système ou dans mon IoT ou dans mon produit? Probablement pas aujourd'hui. On y reviendra un petit peu après pour vous expliquer qui aujourd'hui utilise le PQC. Vous avez sûrement compris, les data centers sont les premiers consommateurs de PQC. Ils ont besoin de se protéger aujourd'hui, de se protéger des ordinateurs quantiques dans le futur, car les données qu'ils manipulent sont extrêmement précieuses. OK. Donc, comme vous pouvez le voir, par exemple, sur un Mac X5 NX, vous avez des algorithmes RSA 4000 bits, du SHA-3, par exemple, pour du H jusqu'à 384, même 512 sur les plus gros. Et on a également des librairies de TPM, donc pour être compatible au Trusted Platform Module. Donc les TPM sont extrêmement utilisés aujourd'hui pour sécuriser les systèmes sur les cartes électroniques. Cependant, ils sont vulnérables aux attaques des ordinateurs quantiques. Donc, aujourd'hui, au niveau des réglementations et des standards, donc, qui sont celles qui nous permettent d'adopter de nos nouvelles solutions de sécurité, vous avez le CRA ici au milieu, et également donc, aux États-Unis, la NSA, donc avec le CNSA 2.0, a ratifié 4 algorithmes PQC en 2024, qui sont les algorithmes PQC, donc estampillés comme étant valables et corrects par le CNSA. Ils ont travaillé avec le Quantum Computing Cyber Security Preparedness Act. Et puis il y a d'autres groupes également qui font des initiatives au niveau, par exemple, des contraintes sur ce que c'est qu'un hardware out of trust, une communication sécurisée, et donc gérer le secure boot. Donc le CRA, comme vous avez compris, c'est l'Union européenne donc, qui l'oblige à partir de décembre 2027 pour tous les produits hardware et software, à travers tout leur cycle de vie. Donc ça veut dire que vous devez vous assurer à travers tout le cycle de vie, depuis le planning, pendant la conception, le développement, la production, la livraison et la maintenance, et également d'avoir une réponse rapide à toutes les vulnérabilités identifiées. Vous devez d'ailleurs les lister et les reporter. En général, c'est sous 24 à 48 heures, quelque chose comme ça. Tous les risques de cybersécurité doivent être documentés, et donc vous devez faire des updates au moins disponibles pour 5 ans. Et donc, vous devez obtenir cette certification qui est obligatoire pour pouvoir vendre dans l'Union européenne à partir de décembre 2027. Donc, décembre 2027, c'est dans 2 ans. C'est juste après l'élection présidentielle qu'on attend tous. Voilà. OK, donc on a vu les catégories tout à l'heure. Les produits électroniques donc, tombent surtout dans les classes 1 et 2. Il y a également des directives et des standards de l'Union européenne qui sont reliés. On a parlé du NIS 2 tout à l'heure, c'est une directive supplémentaire donc au niveau de la sécurité des réseaux, d'infrastructures de réseau. Au niveau des produits industriels, c'est l'USC 62443, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et puis donc il y en a d'autres en fonction des différents marchés. Aux États-Unis, on a le framework du NIST qui fait partie donc, de la NSA, et puis en dessous, vous avez des liens qui vous expliquent un peu tout ça. Donc, le PQC. Aujourd'hui, les ordinateurs quantiques ne sont pas vraiment disponibles. On peut louer du temps d'ordinateurs quantiques sur certains sites. Mais bon, est-ce qu'on va s'amuser à faire ça et à louer pendant X temps pour aller craquer et aller faire des choses? Bon, peu de gens font ça, en tout cas aujourd'hui. On pense qu'ils vont devenir une vraie menace à partir de 2030. Par contre, le risque aujourd'hui, c'est de vous faire voler votre bitstream, vos algorithmes, pour qu'ils puissent être décryptés plus tard lorsqu'on aura des ordinateurs quantiques. Donc ça veut dire que considérer de se protéger aujourd'hui avec du PQC, ça vous permet d'éviter de faire voler vos firmware pour qu'ils soient décryptés plus tard. Donc si vous avez le risque d'être attaqué plus tard, parce que les ordinateurs quantiques pourront lire vos algos et pouvoir les casser. Donc voilà, c'est à vous de voir en effet par rapport à ce risque-là. Aujourd'hui, les 2 acteurs principaux qui adoptent le PQC, ce sont les data centers, comme je disais, et tout ce qui est wireless com, donc les routeurs et les switches. Les switches et les routeurs, donc des boîtes comme Cisco, Arista Network, des boîtes comme ça. L'aérospace et défense ou l'automotive attendent une finalisation du NIST où ils auront des versions spécifiques fournies par le NIST. Les algorithmes PQC, donc, qui sont listés ici, LMS, XMSS, sont les algorithmes de signature basés sur des algorithmes de hash, basés sur les tables de Merkle, assez complexes au niveau de l'algorithmie, donc ont besoin en effet de ressources matérielles importantes pour pouvoir être exécutés. D'où l'intérêt du FPGA qui est massivement parallèle. Également, vous avez MLDSA, donc Delicium, et MLChem, Kyber, qui, eux, sont des algorithmes, un de signature numérique et l'autre d'échange de clés. LSH, donc Sphinx Plus, également, alors lui, il n'a pas été ratifié en 2024, mais il risque de venir à l'avenir.
et également Falcon. Donc, en fait, ce que vous voyez là, c'est que là, on lit des algorithmes, 4 qui sont ratifiés, 2 qui sont sûrement intéressants, qui corrigent certains petits problèmes des précédents. Et donc, l'intérêt du FPGA, c'est ce qu'on appelle la crypto-agilité, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, la possibilité donc, de pouvoir reprogrammer le composant, remettre le nouvel algorithme PQC à partir du moment où on a besoin d'un nouvel algorithme PQC dans le cycle de vie du produit, sans avoir à redévelopper sa carte électronique. Donc, les produits, donc comme vous le voyez, de toute façon, ça touche à peu près tous les marchés finaux. Et, alors là, le médical, on a vu en effet qu'ils sont déjà très contraints, donc ils ne sont pas forcément touchés par le CRA, mais tout le reste, en effet, peut être touché par le CRA. Ce que l'on propose, nous, c'est de sécuriser votre système, donc la carte électronique, avec le cycle de cyber-résilience Detect, Protect, Recover. On va revenir un petit peu après pour vous expliquer ce que ça veut dire. Ça part du principe qu'on a un root of trust sur la carte. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, un device qui est capable, en effet, d'avoir un certain nombre d'attributs pour protéger bien et protéger la carte, pour pouvoir faire de un secure boot et sécuriser les communications, protéger les IP, protéger le firmware, détecter les attaques cyber et également faire donc, des provisioning de clés de manière sécurisée. Donc, ce cycle de cyber résilience, il spécifie donc un hardware root of trust, comme je le disais, pour identifier et performer donc, les cycles de detect, recover et protect. Donc, quand on parle de détection, c'est la capacité de détecter que l'on est attaqué, donc que notre firmware a été corrompu et des données critiques ont été éventuellement corrompues en temps réel, au démarrage et après chacune mise à jour. L'intérêt du FPGA, c'est qu'on peut détecter plusieurs canaux en parallèle, puisqu'on a une interface, on a un composant qui est matériel, qui est massivement parallèle, et on peut donc aller beaucoup plus vite pour faire ces cycles de détection, et en parallèle sur plusieurs canaux, ce que ne peut pas faire un microcontrôleur, par exemple. Au niveau protection, c'est fournir une protection du firmware et des données critiques pour les empêcher d'être corrompus, et s'assurer qu'on utilise uniquement des firmware updates authentiques et intègres. Si malgré tout on est attaqué, on est capable de détecter qu'on est attaqué, et à ce moment-là, on rentre dans une phase de recovery pour restaurer donc, depuis le firmware corrompu et les données critiques à leur valeur précédente, avec un recovery process grâce à la dual flash que l'on a à la fois sur le composant, et dans ce cas-là, qu'il faut que l'on mette au niveau système devant tous les composants que l'on vient sécuriser. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans les slides suivantes. C'est que typiquement, lorsque vous regardez une carte électronique aujourd'hui, la sécurité est faite au niveau du chip. Donc là, vous avez un CPU, par exemple, qui est sécurisé avec un TPM. Un MCU pourrait avoir sa trust zone ou un secure element. Le FPGA va avoir sa flash, peut-être qu'il va encrypter son bitstream, etc. Avec ça, on est capable peut-être d'identifier, qu'on arrive bien à se configurer avec le bon firmware, se protéger. Mais est-ce qu'on est capable de détecter une attaque, de répondre à une attaque, de recouvrir d'une attaque? Non, on ne peut pas le faire. Pour le faire, on est obligé d'avoir un hardware root of trust qui va être capable, lui, d'exécuter ce PFR en faisant du board level monitoring. Et ici, en venant devant chacun des éléments actifs, venir piloter donc, un switch et donc monitorer donc, les communications pour voir si on a été attaqué et si c'est le cas, renvoyer donc, une demande de se reconfigurer depuis l'image Golden. Donc, on va regarder un petit peu dans le détail comment on met ça en place. Donc, pour être cyber résiliente, on a besoin d'un hardware root of trust, donc qui a les capacités que je vous ai décrites tout à l'heure. Il y a d'autres avantages. On a aussi un True Random Number Generator. On a aussi sur nos familles, enfin Nexus ou XO5, des résiliences au SEU et Single Event Offset, donc qui sont très, très inhérentes en fait, à la technologie BSOI pour les applications en vol. Également au niveau software, donc on va devoir on va utiliser notre Stack Sentry, mettre en œuvre un softcore, et on va pouvoir monitorer tous les bus en fait, qui sont sur la carte. Donc que ce soit QSPI, SPI, I2C, I3C, I2C, SMBus, GPIO, etc. En monitorant ces transactions et en mettant des filtres de monitoring, on va être capable donc, de détecter si en effet on n'a que les transactions qui sont acceptées ou des transactions que l'on ne reconnaît pas, et auquel cas qui viennent corrompre notre système. Pour démontrer ça, on a fait un kit de développement, un système en module avec une société italienne qui s'appelle Exor. Donc ce kit de développement qui s'appelle US10 Development Kit. Dessus, on vient y mettre notre Mac XO3D que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est notre premier composant Secure Boot. On a ici un processeur IMX 8M+ de chez NXP et un FPGA General Purpose de Lattice, le CP5.
Comme vous le voyez ici, vous avez un switch devant chacun des composants. Et ici, vous avez deux flashs, flash A et flash B. Ce qui permet, en effet, lorsqu'on vient monitorer à la fois les interfaces du système, mais également lorsqu'on vient charger un nouveau firmware sur une update ou le firmware du démarrage, on est capable à chaque fois de venir dire, OK, on a un firmware authentique ou pas. Si c'est le cas, on va charger de la flash A, sinon on va charger de la flash B, de la golden image. Donc ça, c'est pour mettre ça en œuvre. Je vais vous expliquer un petit peu après chacune des étapes. Au-delà de ce kit-là, on a également donc, ce qu'on appelle les Sentry Evaluation Boards sur Mac XO3D et Mac XO5D, qui sont notre dernière famille de FPGA flash de plus grande densité. Donc cette application sur le Mac XO3D, donc de sécurisation de la carte électronique, tire bénéfice du fait que le Mac XO3D est out of trust, comme on l'a vu jusqu'à maintenant. Il est le premier à démarrer sur la carte. Il est également certifié 62443-4-2. Et donc, il vient ici contrôler donc, les signaux du CPU, du FPGA et les signaux de démarrage et de reset. Il va pouvoir venir donc, activer ou désactiver l'accès à la flash avec les switches qui sont devant les composants flash. Donc, dans la phase de protection, Protect, donc on commence par un Secure Boot de notre Root of Trust. Il va désactiver les accès aux flash 1 et 2. Il va désactiver donc, le boot des devices 1 et 2, qui sont le CPU device 1 et le FPGA device 2. Ensuite, il va authentifier toutes les images mémoire. Donc, il va relire les images mémoire, les authentifier et vérifier que l'image n'est pas corrompue. Si elle est corrompue, on passe en phase de recovery. Si elle est OK, on autorise l'accès. On vient relâcher donc, le boot process du device 1 et 2. On va booter les deux devices et on va passer en mode detect, phase detect. Lorsqu'on est en phase detect, on commence à se faire un self-test, puis on monitor les accès mémoire. On vérifie que seulement des images mémoire, donc golden, authentifiées, sont utilisées. Comme je vous le disais, grâce à notre stack Sentry, on a une filter monitor IP qu'on fait tourner dans le Mac XO3D avec le risque 5, et on a une définition des risques qui vous permet de définir justement les risques pour venir monitorer les différents signaux sur la carte et s'assurer que les transactions sont authentiques. Si des risques sont détectés, on vient désactiver les accès mémoire, on va resetter le CPU, reconfigurer le FPGA, on passe en phase recovery. C'est comme ça qu'on détecte qu'on est attaqué. Et donc, si on est attaqué, on passe en phase recovery. Dans ce cas-là, donc on a détecté du code corrompu, donc dans le e-score, l'I2C au moniteur SPI, par exemple. Et donc, on passe par la golden image. Donc, une fois qu'on a vérifié donc la golden image est OK, donc dans la seconde flash, on va pouvoir réautoriser l'accès CPU FPGA, redémarrer depuis cette golden image, autoriser l'accès, encore une fois relâcher le boot process et repasser en phase detect. Donc de cette manière-là, en fait, le FPGA Root of Trust est capable de sécuriser lui-même, mais sécuriser également les autres éléments actifs programmables du système, si tant est qu'il a une stack software qui permet de monitorer les interfaces, si tant est qu'il y a des switches devant les flashs et qu'il y a bien deux flashs différentes avec une golden image dans la deuxième flash. Si je vous ai perdu, vous me le dites, vous pouvez poser des questions, sinon vous pouvez les poser à la fin. Je vérifie le temps. À 5 minutes. Très bien. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu du Mac XO5 NX, qui est notre dernier FPGA avec Flash embarqué. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que le Mac XO3D, que je vous ai montré sur la carte de développement, sur le petit exemple de bloc diagramme, fait maximum 9400 logiques éléments. Ici, on vient jusqu'à 100 000 logiques cells. Alors, on parle logique cell ou en logique élément. Bon, 100 000 logiques cells, ça fait 80 000 logiques éléments, à peu près. On a des blocs mémoire, on a de la mémoire embarquée, on a un nombre d'IO qui peut être assez important. On est capable d'avoir une flash qui gère du multi-boot. Également, on a une user flash, ce composant assez dense, on peut stocker les données utilisateurs. On a également des transceivers qui permettent de faire du PCI Express Gen 2. On a un certain nombre de fonctionnalités. Et puis, on a des services cryptographiques également disponibles. Et évidemment, on peut faire un Secure Root of Trust. Ici, vous avez la gamme des Mac XO5 NX. Donc, la table, vous ne la voyez peut-être pas très bien, mais on va de 14 000 logiques cells à 65 000 logiques cells, ici sur ce qu'on appelle IO Optimize, qui sont des composants donc, qui viennent dans 3 types de boîtiers de différentes tailles, et avec des fonctionnalités, des services cryptographiques, ici notamment de le CDSA 384, du SHA 384, un Random Number Generator, des capacités de dual boot, certains du PCI Express, des capacités de s'interfacer à des mémoires externes type DDR3 et un certain nombre de ressources internes. Enfin, vous avez ici le Mac XO5
55 TD, qu'on ne voit pas parce qu'il y a la parole état. Je ne sais pas si on peut enlever ça. Super. Et le Mac X5 Santé qui est le plus gros d'entre eux. Donc là, sur le 55, et notamment, on vient faire du HMAX 512, du SHA à 512 bits et de CDSA 521 bits. Donc c'est notre composant le plus avancé, on va dire, niveau sécurité. Et donc, Sinon, appuyer sur une touche aussi. Le focus est sur le partage, pas sur le... Et donc, on a annoncé hier soir, comme je le disais, donc les premiers FPGA du marché capables d'exécuter donc des algorithmes PQC. Ce sont les Mac X5 NX TDQ, donc les 20 TDQ, 30 TDQ, 55 TDQ. Donc, le 55 TDQ, lui, est capable d'exécuter les 4. XMSS, LMS, MLDSA et MLCAM. Quand je dis les 4, c'est les 4 qui ont été ratifiés par le NIST en 2024, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Le 20 et le 30 TDQ sont trop petits pour pouvoir exécuter MLDSA et MLCAM, qui sont vraiment très gourmands en ressources. Et donc, on peut simplement exécuter les appels de signature XMSS ou LMS, mais ce qui est déjà pas mal, ça donne déjà un premier niveau de protection du chiffrement de ces firmware. Donc, ceci, donc, vous avez toutes les ressources aujourd'hui, incluant donc datasheet et kit de développement que vous pouvez commander, et vous pouvez évaluer donc, si vous voulez faire un design et vous protéger avec du PQC. Donc, comment ça fonctionne? Comme là, vous avez compris que ça utilise des ressources logiques. On vient d'abord se configurer de manière sécurisée avec un SHA à 512 bits, par exemple, avec un algorithme de hash qui a un niveau de sécurité suffisant, même dans un environnement quantique. Et on vient dans un secondary stage venir configurer son design qui inclut un ou plusieurs algorithmes. En général, on a un seul algorithme de PQC. Enfin, et c'est la dernière slide, et ça tombe bien, il ne reste qu'une minute, c'est bien vu, beaucoup de chance. On a SupplyGuard, donc, qui est la possibilité de venir sécuriser votre chaîne d'approvisionnement. Donc, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'au niveau de votre site d'assemblage, vous fournissez un FPGA et son bitstream de manière qui est encrypté, qui ne puisse pas avoir accès au contenu, qui ne puisse pas donc, pouvoir y avoir accès. Ensuite, vous, au niveau Customer Engineering, c'est vous, au niveau de votre équipe de design, vous avez accès à la clé. Et vous êtes capable de mettre à jour éventuellement avant d'envoyer à votre EMS. Par contre, à l'EMS, vous envoyez un code encrypté et signé. Lui, donc, il est dans un site qui n'est pas sécurisé. L'EMS, il peut être en Asie, il peut être n'importe où. Et dans ce cas-là, il ne peut pas donc, venir relire le bitstream ou venir le perturber. Donc ça vous protège contre l'overbuilding, le cloning, le counterfeiting et l'insertion de chevaux de Troie notamment. Avec ça, vous avez un produit fini, embarquant donc, notre Stack Sentry, qui est Root of Trust, et qui permet de sécuriser tous vos firmware, de tous vos produits actifs sur votre carte. Et c'est le meilleur moyen de sécuriser une carte électronique aujourd'hui. Et également être compatible, même en futur, avec les algorithmes PQC. Pardon, excusez-moi pour la sonnerie. Voilà, c'est terminé, ça fait 30 minutes, c'est parfait. Merci beaucoup. C'était dense et intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, juste parce que vous avez tenu le timing, bravo. Maintenant, vous êtes allé un peu vite au début, enfin pour moi en tout cas. J'ai compris, vous allez me confirmer ça, que finalement, pour une compatibilité au CRA, tous les systèmes à micro traditionnels n'ont plus vocation d'être. Il faut obligatoirement un FPGA pour sécuriser la. Alors, je ne dis pas qu'il faut un FPGA, il faut un mécanisme de secure boot. Il n'y a pas que les FPGA qui sont capables de faire du secure boot. Ouais, vous avez dit. Il y a un microcontrôleur type STM8 qui peut faire de secure boot. Il faut quelque chose déjà un peu plus costaud. Parce que si vous n'avez pas besoin de FPGA sur votre carte électronique, vous pouvez avoir un autre composant actif qui est capable de gérer du secure boot. Je ne sais pas vous dire lequel. Moi, je vends nos produits et pas ceux de compétition, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir un FPGA. Par contre, si vous avez besoin d'un composant programmable sur votre carte, l'avantage, c'est que là, on a deux fonctions en une seule. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez les fonctionnalités programmables, la fonctionnalité de contrôle et la fonctionnalité de sécurité et de gestion de secure boot et sécuriser lui-même et éventuellement le reste de la carte. C'est l'intérêt de nos solutions. Ok. Vous avez évoqué aussi que
même si on pouvait avoir des éléments sécurisés sur les architectures microprocesseurs, on n'était pas en capacité de faire la fonction recovery, dont vous avez parlé. Oui, parce qu'il faut être capable de détecter qu'on est attaqué et être capable de, Voilà, c'est ça. de se recover de ça, d'une golden image. Ça veut pas dire que le processeur n'est pas capable de le faire parce qu'il peut très bien, éventuellement, enfin, s'il a différentes interfaces qu'il est capable de monitorer, parce qu'il peut tourner un software par rapport à ça, détecter qu'il est attaqué en fonction du moniteur de filtre qu'il vient mettre. Pour autant, il faut que derrière, il ait une dual flash, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui soient mis en œuvre quand même pour que ce soit fait. Voilà, parce que c'est un critère nécessaire pour la conformité, c'est on est d'accord. Pour la conformité CRA, alors je vais y revenir. C'est pas aussi clair que ça, la conformité CRA. Attendez, c'était où? C'était là, je crois. Voilà. Ils vous disent pas que forcément il faut que vous soyez capable de gérer un cycle de recovery ou que vous soyez capable de détecter d'être attaqué. Enfin, détecter d'être attaqué, si vous devez l'être, puisque vous devez reporter toutes vos vulnérabilités et tous les incidents. Donc, vous avez dû vérifier que vous avez, enfin, capacité de vérifier que vous avez été attaqué. Ok. Bien, merci. Mais le moyen de ne pas être attaqué, c'est d'utiliser nos solutions. Oui. Une question. Merci. Oui, bah, bravo alors, pour la ponctualité. Là, ça frise l'insolence même. Mais, bravo. Alors, moi, ma question. Désolé pour l'insolence. J'ai deux questions. La première, c'est un ordre de prix de ces composants-là pour mettre le Secure Boot. Alors, pour donner un ordre de prix, on donne toujours par rapport à un volume. C'est pour une pièce, pour 1000 pièces ou pour 10 000 pièces. Et ça a du sens pour une pièce, par exemple. Pour 1000 pièces. OK. Alors, le Mac XO 3D, pour 1000 pièces, ça vaut à peu près 15 $. Celui-là, par pièce. Le Mac XO 5NX, si on prend le 15D, il va être autour de 20 $. Le 55 TD, il va être plutôt autour de 60 $. Le TDQ, je n'ai pas encore les prix parce qu'il vient juste d'être annoncé. Je pense qu'il y aura un petit premium pour avoir le PQC en plus. En volume, on est capable de descendre ces produits-là, comme le 55 TD, mais en gros volume à 10 $. Quand je dis gros volume, c'est plusieurs centaines de milliers de pièces. OK. Donc ça va dépendre toujours pareil de votre business case. La deuxième question, c'est dans ce que je vois dans la démarche, c'est que dès qu'on se sent attaqué, on se dit, hop là, je sécurise, j'efface tout, je remets à zéro. Et du coup, on a la notion de perte de service, là, parce qu'on va être tout le temps en train de rebooter. Est-ce qu'il y a eu. Le but, c'est pas d'être attaqué en permanence, donc. Eh oui, non, mais c'est ça, Cédric. Enfin, la question, c'est ça. Derrière ça, c'est dans quelle mesure on ne se retrouve pas à tout le temps être en train de rebooter parce qu'on détecte des attaques. Et du coup, on n'assure plus le service, quoi. Ça, c'est en fonction comme je disais, dans votre stack software, donc, qui est nous, ce qu'on propose, c'est Sentry, donc qui vous permet de développer donc, vos mesures donc, avec ce qu'on appelle le filter monitor IP. Ça veut dire que sur chacune des interfaces, vous allez déterminer quelles sont les transactions autorisées et celles qui ne le sont pas, en fonction de détection de données clés dans les données qui transitent. À vous de peut-être être moins contraignant. Si vous ne voulez pas toujours avoir des attaques, il faut que les attaques soient réelles. Il ne faut pas que ce soit juste, là, il ne répond pas à quelque chose que je veux, mais je ne suis pas attaqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est à vous de bien définir en fait vos filtres de monitor. Merci. Écoutez, merci beaucoup. Juste une question de temps de revenir. Du coup, j'ai bien compris, le FPGA, vos FPGA peuvent remplacer un FPGA qui serait déjà prévu sur une carte et rajouter cette brique de résilience côté cybersécurité, c'est ça? Il n'est pas dédié seulement à la cybersécurité, Oui, il reste une partie. Tout à fait, il reste une partie programmable. Alors, comme je disais tout à l'heure, si on vient lui mettre un PQC assez gros comme le MLChem ou le MLDSA, ça va prendre quand même un nombre de ressources importantes. Il y aura peu de restantes. Mais si vous ne mettez pas un algorithme post-quantum et que vous voulez simplement utiliser les services cryptographiques et le secure boot, auquel cas toutes les ressources logiques, mémoire, multiplieurs sont disponibles à l'utilisateur pour son application. Ok. Voilà, et on se fait, juste pour conclure là-dessus, les acteurs du data center utilisaient nos Mac XO2, Mac XO3, donc les composants de contrôle, qui sont les premiers à démarrer sur une carte pour pouvoir contrôler le démarrage de la carte, et les derniers à s'éteindre. Ils ont upgradé en fait, pour ajouter donc, le Secure Boot, le Root of Trust, depuis qu'on a sorti des Mac XO 3D, Mac XO 5D.
Et c'est pour ça que bon, le marché data center nous permet de tirer un petit peu nos revenus gratis, en tout cas en 2025. Ok, ben, merci beaucoup. Bon, oui. Du coup, on va passer à l'intervention suivante de David de la société Tekin, qui va nous présenter un peu justement comment est-ce qu'on intègre des composants de sécurité depuis l'IoT jusqu'à la partie cloud. Donc, je mets la présentation. Bonjour à tous, vous m'entendez? Du coup, pour faire suite à toutes les présentations super qu'on a eues juste avant, je vais vous présenter un cas concret de développement qu'on a pu faire avec Tekin, donc conjointement avec un de nos clients. Donc en fait, l'idée, c'est de faire le bilan par rapport à tout ce qu'on a vu ce matin, tout ce qui était normatif, et comment est-ce qu'on pourrait intégrer ces notions de sécurisation directement dans l'embarqué, donc à la conception même. Donc en fait, on va avoir un cas beaucoup plus concret pour voir comment est-ce que dans la réalité, on peut potentiellement commencer à sécuriser notre système. Donc, je vais faire un petit point concernant Tekin dans un premier temps. Donc, en fait, Tekin, c'est une entreprise qui conçoit des systèmes connectés depuis une dizaine d'années et on se focalise sur des secteurs à forte valeur ajoutée. Donc, on va pouvoir développer des systèmes connectés, que ce soit pour les infrastructures énergétiques, pour le système, enfin, le marché de la santé, etc. Donc, en fait, on a 4 pôles différents. Donc, on va de l'ingénierie système, donc tout ce qui va être développement de cahier des charges, spécifications fonctionnelles, etc., jusqu'au développement et à la conception d'un système embarqué, ainsi que le déploiement cloud. Donc, pour faire le point par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, donc là, en fait, je vais prendre un cas concret. Donc, on a un client qui travaille dans le milieu médical qui souhaite connecter ses devices, comme on peut le voir là-bas. Il a déjà un système qui fonctionne en local, qui permet, lui, de monitorer de son côté. Et il voudrait pouvoir récupérer ces informations-là pour les mettre sur un cloud pour pouvoir ensuite faire tourner des algorithmes. Donc, en fait, l'idée, ça va être de pouvoir récupérer les informations techniques des systèmes pour ensuite pouvoir générer des algorithmes, pouvoir suivre les consommables, pouvoir suivre le mode de fonctionnement de son système, pour justement ajouter une première couche de connectivité à leur produit. Et la partie cloud, donc en fait, ils ont une équipe aussi qui se charge du déploiement. Et donc, on a la contrainte de s'interfacer avec Azure, qui dispose aussi de plusieurs services qui vont nous permettre de sécuriser notre gateway. Donc, nous, on s'interface vraiment entre les deux, justement pour pouvoir remonter les données du client. Donc, en fait, l'idée, ça va être de pouvoir garantir la communication des systèmes actuels sur une plateforme sans avoir à modifier les équipements du client qui sont, eux, certifiés et déjà déployés. Donc, je vais faire un petit point normatif, mais je pense qu'on en a eu suffisamment ce matin, donc il n'y a pas forcément besoin de s'étaler dessus. Mais la première étape va être de faire un point normatif sur notre système à la conception. Donc, en fait, quelles normes pourraient être applicables, quelles préconisations on pourrait récupérer pour justement développer notre système. Donc, on en aura plusieurs. Là, j'en ai listé 3, mais par exemple, la 62443, comme on a pu le voir tout à l'heure, qui va permettre d'avoir et qui va nous donner des informations sur comment se passe la défense en profondeur de notre système, comment est-ce qu'on va pouvoir le renforcer le plus possible. L'ENISA qui va donner des principes de conception, comment est-ce qu'on fait une matrice de risque, comment est-ce qu'on va évaluer le risque sur notre IoT. Et enfin, les recommandations de l'ANSSI qui proposent différents papiers, notamment ces 2 différents papiers, qui donnent des préconisations avec différents niveaux de complexité à mettre en place. Donc en fait, c'est vraiment déjà faire une cartographie de notre système pour pouvoir déterminer comment est-ce qu'on va le sécuriser. Donc, le premier point, c'est de comment est-ce qu'on va sécuriser notre système. Donc, déjà, il faut voir quels impacts et quels risques on pourrait avoir. Donc, là, dans notre cas, on en aura plusieurs. Donc, là, on va en lister 5, par exemple. Et en fait, on va les classifier, comme on a pu le voir précédemment. Donc, on pourra avoir potentiellement une compromission de clé de connexion. Une clé de connexion qui est compromise, ça va être potentiellement dire qu'on peut avoir une usurpation d'identité. Ça veut dire que quelqu'un peut prendre notre clé d'authentification et pouvoir se faire passer pour nous. La falsification des appareils, si on n'a pas de système d'authentification qui est fiable, ça veut dire que tout le monde va pouvoir se connecter. On va pouvoir avoir des clones qui vont arriver sur le système, une augmentation de la charge cloud et potentiellement une facturation qui pourrait augmenter vu qu'on est sur du Azure, donc avec des impacts qui peuvent être importants, et une perte de confiance. Comme je l'ai dit précédemment, le but va être de récupérer les données système de notre client pour qu'ensuite il puisse pouvoir générer des algorithmes pour pouvoir déterminer les modes de fonctionnement de son produit. Si demain on a 10% de cloud, par exemple, ça veut dire que notre masse de données ne sera plus aussi valable. Et du coup, on pourra avoir une perte de confiance sur nos données.
ce qui peut être important, enfin ce qui est important pour notre client. Là, ici, on ne transite pas de données utilisateurs, donc on n'a pas de données patients qui peuvent être critiques. Par contre, notre valeur ajoutée, enfin, l'intérêt de notre client va être justement d'avoir confiance en ces données pour générer ces algorithmes. L'exploitation de failles logicielles, donc comme on l'a vu précédemment, une faille logicielle, donc que ce soit directement au niveau du kernel Linux, parce qu'on a un système Linux embarqué, que ce soit au niveau du kernel Linux, de notre logiciel, notre propre logiciel, ou alors des soupes, ou alors des librairies qu'on aura pu utiliser, c'est une potentielle porte d'entrée sur notre système. Donc on va pouvoir usurper les données, compromettre le logiciel, faire tomber la gateway, ou potentiellement la détourner, comme on a pu le voir ce matin avec les différentes attaques DDoS. Les man in the middle, donc si la communication n'est pas chiffrée, idem, on va pouvoir sniffer les données comme on a pu le voir ce matin pour pouvoir potentiellement récupérer les données, les altérer, les voler et les exploiter. Et enfin, le dernier point qui est propre à notre système, puisqu'on développe un système électronique physique, il y a ce risque-là. Comme on l'a vu ce matin, à partir du moment où on développe un système et qu'on le met à disposition du client, il va être dans un environnement hostile. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas la main dessus. Donc si on n'a pas la main dessus, on pourra avoir un accès au système, détournement de fonctionnement pareil, on pourra installer des applicatifs qui n'étaient pas prévus pour, et potentiellement récupérer les secrets. Ce qui permettra aussi donc on va reboucler, donc générer une falsification d'appareil ou alors compromettre des clés de connexion. Une fois qu'on a fait cette première matrice, donc on voit les différents impacts, c'est une liste non exhaustive, donc on va pouvoir en avoir plusieurs, on va les pondérer, et ensuite en fonction de ça, on va déterminer des préconisations. Donc par exemple, pour la compromission de clé de connexion, comment est-ce qu'on fait pour se protéger de ça? C'est de pouvoir déjà stocker la clé dans un environnement sécurisé, de ne pas mettre la clé directement dans le système disponible pour tout le monde. C'est comme si on avait une maison avec une porte blindée et qu'on met les clés devant. Il n'y a aucun intérêt. Ensuite, au lieu de faire transiter une clé directement et qu'elle puisse être interceptée pendant la communication, on va plutôt utiliser des tokens qui, eux, auront une durée de vie qui sera limitée et qui va limiter l'impact. Donc là, en fait, grâce à cette préconisation-là, par exemple, on ne va pas réduire le risque à zéro. Par contre, on va limiter l'impact. Donc ça veut dire que ce token-là, qui aura une durée de vie, ne pourra pas être rejoué et ne pourra pas régénérer de nouveaux tokens. En fait, c'est cette idée-là. Donc en fait, c'est de pouvoir blinder le plus possible nos secrets, donc les cacher le plus possible, envoyer seulement des tokens qui, eux, sont déjà potentiellement compromis vu qu'ils ont une durée de vie, qui sont périssables, pour pouvoir blinder le plus possible. La falsification de l'appareil, ce que j'ai dit, donc pouvoir authentifier un device et pouvoir dire si c'est un device légitime ou non. Donc là, on a un provisionnement par DPS. Le DPS, c'est un service Azure, donc Device Provisioning Service, qui permet d'authentifier chaque device. Donc c'est vraiment une brique sécuritaire qui va permettre d'authentifier chaque gateway qui va se connecter. Des clés uniques par device. Donc ça, on l'a vu aussi précédemment. Une mesure de sécurité de mettre une clé partout sur toutes les gateways la même n'est pas une mesure de sécurité qui est suffisamment fiable. C'est une première brique, c'est déjà une première étape. Il vaut mieux avoir une clé dans toutes les gateways plutôt qu'aucune. Par contre, le mieux, ce serait d'avoir une clé unique par device, même si par contre, il y aura des impacts sur les outils de production, parce qu'il va falloir quand même potentiellement générer des clés uniques par device. Concernant les exploitations de failles logicielles, donc ça, on ne va pas y couper. Forcément, durant la durée de vie de notre système, pendant 5, 6, 10 ans, on va forcément avoir des failles logicielles qui peuvent apparaître. Sachant que nous, on est sur un système Linux embarqué, donc développé sous Yocto, qui va ajouter des paquets qui, eux aussi, pourront aussi avoir des failles logicielles. Donc, il faut pouvoir obligatoirement mettre à jour le système. De notre côté, nous, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir des relevés de code, des outils de vérification de code, avoir un système de développement robuste, notamment avec du CICD, avoir une intégration continue, donc vraiment, de notre côté, pouvoir se blinder le plus possible. Et enfin, pour la partie communication, donc là, l'idée, ça va être de chiffrer toutes les communications. Si on a une authentification qui est forte, mais que la communication, elle, n'est pas chiffrée, n'importe qui pourra récupérer l'information. Donc, on va utiliser un TLS mutualisé, donc avec un échange de certificats qui se fera à la connexion, une mise à jour de certificats et un système d'anti-replay. Ça, on en a parlé ce matin aussi. Ça va éviter de pouvoir rejouer des trames qui auront pu être interceptées. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir réduire le risque le plus possible. Et concernant les intrusions physiques, donc là, il n'y a pas de débat. À partir du moment où le système est distribué, les portes débugage sont désactivées. Un temporary hardware, c'est un système de détection d'ouverture qui va permettre de sécuriser le système, dans le sens où si le système va être ouvert, on va pouvoir avoir un système de journalisation qui va permettre de loguer tous les événements et les remonter. Donc ça fait partie aussi de la supervision de notre système. Et enfin, le Secure Boot, donc on en a parlé longuement précédemment, mais il faut aussi avoir potentiellement un Secure Boot justement pour s'assurer la conformité, notamment les différentes normes qui vont arriver avec le CRA, etc. Donc si on résume, on va avoir 5 grands points à sécuriser dans notre cas concret.
Donc, on va avoir la sécurisation du système, donc avec le cloisonnement des environnements. On peut utiliser par exemple l'OPTI, donc si on a une trust zone disponible sur notre système, ce qui est le cas. Donc là, c'est la métaphore de la maison, donc pouvoir blinder le plus possible les portes d'entrée et séparer le plus possible. À partir du moment où on rentre dans la maison, il ne faut pas que les clés du coffre-fort soient disponibles. Donc en fait, il faut pouvoir le sécuriser le plus possible. La supervision et journalisation. Si on n'a pas de système de supervision, bah, comment est-ce qu'on va détecter qu'un incident a pu survenir et comment on peut savoir? Donc en fait, c'est comme si on avait c'est comme si on avait un système sécurisé, mais qu'on était aveugle. Donc en fait, on déploie le système. Si on n'a pas de supervision et journalisation, en fait, on est complètement aveugle. Le système est disponible, on ne sait pas ce qui peut arriver. Chiffrement des communications et authentification. Je peux rajouter les deux. Donc il faut que le système soit authentifié et que les communications soient chiffrées pour justement assurer l'intégrité, la vérification des données. Et enfin, la réduction de la surface d'attaque. Donc ça, c'est un point important qui fait partie aussi de retrouver dans certaines normes. Dans l'idée, si on va réduire le plus possible la surface d'attaque. C'est comme si on avait un château, alors qu'on est deux personnes dedans. Donc en fait, l'idée, ça va être de réduire le plus possible les points d'entrée. Donc si on n'a pas besoin de telle ou telle fenêtre, on va les enlever. En fait, si par exemple, si on a un système avec, par exemple, une gateway, on ne va pas ouvrir tous les ports possibles et imaginables si on n'utilise qu'un seul protocole de communication. C'est logique, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Idem, les logiciels. On a un système Linux sous Yocto, donc on va calibrer différents paquets qu'on va installer. On va se dire demain, bah, tiens, je vais installer ce paquet-là pour faire telle ou telle fonction. Si ce paquet-là, potentiellement, dans 5-6 ans, n'est plus utile, bah, et qu'il est hacké, c'est une porte d'entrée. Donc, en fait, pouvoir limiter le plus possible. Ce point-là est hyper important et il peut être évolutif aussi dans le temps. Et enfin, la maintenance du système avec tous les systèmes de mise à jour. Donc, un système qui est déployé doit vivre. En fait, on ne s'arrête pas justement à la mise sur le marché du système. Il faut pouvoir assurer une maintenance, pouvoir assurer des mises à jour, des correctifs, en fait, pouvoir faire vivre le système. Donc, en fait, il y a vraiment toute une démarche globale. Si on prend ces 5 points, on a déjà une sécurisation qui commence à être intéressante. Si on rentre dans le détail de chaque partie, donc là, je vais exposer par exemple la première partie, une solution qui peut être mise en place, c'est d'utiliser une trust zone. Donc, on en a vu juste avant avec Lattice qui nous a exposé leur solution. Mais par exemple, nous, on est sur un système ARM 64 bits, donc un ARM V8. Donc, on a la possibilité d'avoir un trust zone. L'architecture ARM permet d'avoir une trust zone et d'avoir un système de confiance. Comment se passe cette trust zone? On l'a vu un petit peu dans les grandes lignes tout à l'heure, mais dans l'idée, c'est on a notre partie Linux principale, comme on peut le retrouver n'importe où, une partie sécurisée et un moniteur qui va faire le lien entre les deux. Les deux systèmes ne peuvent pas communiquer ensemble, et c'est vraiment le moniteur qui va faire la jonction des deux. L'idée va être de pouvoir mettre la clé unique de chaque device directement dans cette partition sécurisée, et seulement à la production. Donc en fait, l'outil de production uniquement, et uniquement l'outil de production, va venir injecter cette clé. Donc elle va être chiffrée, elle va être protégée, elle sera stockée dedans. On ne fera jamais transiter cette clé-là à l'extérieur. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir la blinder le plus possible. Le seul truc qu'on va pouvoir faire transiter, c'est des tokens, des jetons à durée de vie qui seront hérités des clés. Donc en fait, ces jetons-là vont transiter dans la partie applicative. Et dans la partie applicative, donc on sait ce que j'ai dit, on a deux applications qui vont être séparées. L'application métier du client, qui elle va récupérer toutes les données de ce device. La partie TA, où ici c'est Trusted Applications, on va avoir une application sécurisée qui va générer des tokens grâce à la clé maître. Et ensuite, l'application, lorsqu'elle voudra communiquer avec la plateforme, viendra interroger le TA grâce au moniteur pour pouvoir récupérer ce token. Et ce token va permettre d'ouvrir la communication. Donc en fait, ça permet vraiment de ne jamais exposer les clés et seulement les tokens seront exposés, sachant que le token sera ensuite utilisé pour la communication. Donc en fait, il sera de toute manière exposé vers l'extérieur. Alors, comment se passe la gestion de cycle des clés? Donc, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait, dans le meilleur des cas, il faudrait qu'il y ait une clé unique par device. Ce qui va impliquer, dans les outils de production, une charge assez lourde. Parce que pour chaque device qu'on va produire, il faudra quand même générer une clé. Donc, ça veut dire que nos outils de production devront être fiables, devront être sûrs, et il faut qu'ils puissent quand même pouvoir générer X clés et qu'on ait quand même une traçabilité. Donc, dans l'idée, nous, ce qu'on a pu mettre en place, c'est d'utiliser le DPS d'Azure. Donc, en fait, Azure, lui, va générer l'authentification. Donc, il est capable de donner une clé. On va récupérer une clé maître. Cette clé maître va permettre d'authentifier notre fabricant. Donc, en fait, cette clé-là sera utilisée dans l'outil de production et sera une clé privée qui ne sera jamais transmise. Cette clé-là va permettre de générer des clés uniques par gateway. Donc, en fait, toutes les gateways qui seront produites avec cet outil de production-là seront dérivées de cette clé. Donc, en fait, on a toujours une relation avec une clé maître et une clé enfant. Ces clés-là seront stockées en zone sécurisée en production, donc dans la partie TA, comme dit précédemment.
Et il y a une traçabilité de toutes les associations qui ont été faites. Dans l'idée, c'est de pouvoir être sûr qu'une gateway est bien sortie de cet outil de production et à quelle date. Dans l'idée où on a une falsification de device et demain de nouveaux devices qui apparaissent, il faut pouvoir remonter à une clé pour dire est-ce que cet outil de production-là a bien généré ces devices-là, oui ou non. Et enfin, dans la partie embarquée, on va générer des tokens. Donc en fait, on peut voir que pour une clé maître, on va pouvoir générer une clé enfant et un token pour chaque gateway. Donc en fait, si on découpe ces parties-là, cette clé-là sera dans le système Linux principal et transmise. Cette clé-là sera stockée uniquement dans l'embarqué et la première clé sera uniquement à vocation de la production. Donc en fait, on a différentes clés. L'avantage d'avoir différentes clés, c'est qu'on va pouvoir ensuite déterminer quelle clé potentiellement a été corrompue si jamais demain on a un souci. Ok. Contrôle d'accès. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. À quoi bon sécuriser le plus possible le système si physiquement on peut y accéder? C'est ce que l'expérimentation qui a pu être faite ce matin. C'est une des attaques qui peut intervenir, c'est en local, directement essayer de sniffer le produit, essayer de se connecter sur le produit, essayer de lire les bits directement sur une liaison série, essayer de récupérer le plus possible sur un hardware. Donc en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pour se connecter à notre système, authentification via clé. Donc là, il n'y a pas de mot de passe par défaut, etc. C'est une clé et qui sera uniquement à des fins pour les techniciens. Donc en fait, ce sera vraiment une clé de diagnostic, mais post-intervention. Donc en fait, elle sera jamais on ne pourra pas accéder au système lorsqu'il est disponible, lorsqu'il est déployé. Tous les ports debug sont désactivés, comme j'ai dit tout à l'heure. Et potentiellement, il ne faut pas exposer ces ports-là. Donc, dans tous les cas, si jamais on a un port USB qui n'est pas utilisé, pour le désactiver, il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, un terminal sur un port USB, même si on dit qu'il est protégé, il y a une authentification ou quoi. Si on peut le désactiver, on le désactive. À la limite, ce qu'on pourrait laisser, c'est potentiellement des ports internes, mais du coup, avec un système de tamper et détection, on pourra en amont déterminer si telle ou telle gateway a potentiellement été ouverte. Donc, si elle a été ouverte, on va pouvoir monitorer et lever une alerte pour dire attention, cette gateway-là, il y a un incident qui est survenu. Est-ce qu'elle était en retour usine pour diagnostic, oui ou non? Si elle n'est pas en retour usine, attention, il se peut que sa clé soit compromise, il se peut que ses données soient compromises, il se peut que son fonctionnement ne soit plus bon, ne soit plus valide. Donc, si on résume en gros le cycle de vie d'un produit, donc comme je l'ai dit, le cycle de vie d'un produit ne s'arrête pas à la production et à la mise à disposition. En fait, il faut avoir une vision beaucoup plus large d'un produit. Donc, en fait, il faut aussi, c'est un point qui est important, c'est qu'il faut aussi sensibiliser le client. Par exemple, là, dans notre contexte actuel, le client vendait des systèmes pour la chirurgie dentaire. Mais en fait, dans l'idée, eux, c'était vraiment un déploiement one-shot. Donc en fait, dès qu'ils vendent un appareil, il était déployé. Et ensuite, il y avait potentiellement un retour si elle savait s'il y avait une casse ou alors des choses comme ça. Mais par contre, ils n'avaient pas cette vision-là de maintenir le système. En fait, ce n'était pas dans leur métier de pouvoir maintenir un système, d'assurer un monitoring, des choses comme ça. En fait, eux, ils déployaient leur système, ils n'étaient pas connectés dans tous les cas. Ils l'envoyaient. Si jamais il y a un problème, ça revenait. Sinon, ils vivaient sa vie. Donc il faut quand même sensibiliser potentiellement les clients là-dessus que le déploiement d'un produit implique potentiellement pendant X années de devoir maintenir ce système. Donc en fait, on a la production, donc là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc avoir des chaînes de build qui sont maîtrisées avec des haches, des signatures, des choses comme ça pour être sûr que les logiciels qu'on va injecter à la production soient sûrs et un suivi de la traçabilité de notre parc. Donc c'est ce que j'ai dit précédemment. Un système de mise à jour, c'est super important parce que, comme dit précédemment, on peut avoir des failles logicielles, on en aura forcément, dans tous les cas. Pendant 5-10 ans, il y aura forcément au moins une mise à jour appliquée sur notre système. Donc, un système de mise à jour, c'est obligatoire. Si on ne veut pas avoir à rapatrier 10 000 devices qui sont dans la nature. En fait, dans tous les cas, si jamais il y a une mise à jour, soit on peut l'appliquer en OTA, donc directement en ligne, ou alors il va falloir rapatrier les systèmes, ce qui peut avoir un impact qui est hyper important. C'est ce qu'on peut voir potentiellement avec certains véhicules qui ne sont pas connectés, où il faut faire des rapatriements pour modifier le logiciel. Donc c'est un impact qui est fort au niveau coût. Un système de rollback, comme on a pu voir précédemment, donc avec une dual partition, pour pouvoir potentiellement revenir en arrière pour éviter les pertes de fonctionnement. Donc si jamais un produit, une mise à jour s'applique mal pour X ou Y raison, pouvoir revenir en arrière pour pouvoir toujours avoir un maintien en condition opérationnelle de notre objet. Et enfin, la partie maintenance. Donc, pas de mise à jour si pas de supervision et pas de détection d'événements si on n'a pas de supervision. Donc, c'est pareil, pouvoir journaliser tous les événements. Donc, avoir un système de journalisation en local
et en remote. Donc, tous les événements qui peuvent arriver sur notre système doivent être aussi reportés et des alertes potentiellement sur des événements suspects. Donc, si on voit que certaines gateways commencent à émettre beaucoup plus que ce qu'elles sont censées émettre, ou alors que les données commencent à être décorrélées, on va pouvoir lever des alertes pour potentiellement mettre en isolation certains devices. Ça, j'y reviendrai après. Donc, concrètement, comment se passe un incident? Donc, demain, on va déployer notre device. Donc, la gateway, elle va être produite. C'est ce qu'on a ici. Donc, on a produit notre gateway comme on l'a expliqué précédemment, avec une clé qui va être dérivée, etc., qui va être stockée en zone sécurisée. On va le déployer. Il sera mis chez le client, etc. Un jour, on va détecter un incident. Donc, que ce soit avec une alerte via les monitoring ou alors une anomalie qui a pu arriver, ou alors un signalement, potentiellement un signalement qui a pu être fait pour X ou Y raison. Donc, en fait, on va détecter un incident et on va isoler l'appareil. C'est la première étape. Si c'est un appareil, on va pouvoir le mettre en quarantaine. Donc ça, c'est des outils qui nous mettent à disposition aussi Azure pour pouvoir aussi isoler un appareil si on passe par l'IoT Hub ou alors directement un groupe de devices si on passe par le TPS. Par exemple, si demain, un prestataire de production se fait hacker et que sa clé principale a été volée, ça veut dire qu'il va pouvoir générer à la volée des nouveaux devices. Si on détecte qu'il y a un souci, on va pouvoir bloquer directement au niveau de l'authentification de cette clé-là pour justement éviter que de nouveaux devices se reconnectent. Et ensuite, on a deux choix. Donc en fait, si une mise à jour est applicable pour corriger le système, parce que potentiellement c'est une faille logicielle qui a été détectée et qui est corrigée, on va pouvoir mettre à jour le système. Donc ensuite, on va le mettre à jour, on pourra le faire revenir dans notre cycle normal. Par contre, si le problème vient d'une clé qui a été potentiellement corrompue ou qui est usurpée, là, il faut faire un retour usine. On va être obligé parce que c'est vraiment l'outil de production qui va certifier que les clés sont installées de la bonne manière. On ne va pas pouvoir faire une mise à jour pour mettre à jour une clé. Ça serait une faille de sécurité d'envoyer une clé dans une mise à jour potentiellement. Donc en fait, on va vraiment avoir un retour usine, retour en production, ainsi de suite. Si c'est de la mise à jour au terme parce que c'est juste une faille logicielle, bah, du coup, on va pouvoir le mettre à jour directement en local. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en place, nous, dans notre système? Donc en fait, c'est un peu tout ce que j'ai présenté précédemment. Donc on a utilisé, du coup, le cycle de clés comme je l'ai présenté précédemment, donc avoir une clé maître qui a été dérivée pour ensuite générer des SAS tokens qui seront renouvelés toutes les 24 heures. On a choisi 24 heures pour la durée de vie de notre token, ce qui veut dire que demain, le token se fait récupérer pour pouvoir recommencer une communication dans 24 heures, elle sera automatiquement caduque. Il faudra repasser par le GPS, par l'authentification pour pouvoir justement se reconnecter. Génération de clés de token intégralement dans l'OPTI. Donc, c'est le Secure Word de la RMV8. Donc, c'est une trust zone avec un applicatif Open Portable Trusted Environment Execution qui va permettre de gérer la partie génération de tokens, de génération de clés et pouvoir sécuriser nos secrets. Un chiffrement des communications. Donc là, on utilise un protocole MQTT, donc avec du TLS 1.3, qui est directement intégré avec les librairies Linux, donc qui est totalement géré par notre système. Notre système est un STM32 MP257, donc c'est un ARM 64 bits, donc avec justement avec ce Secure Word intégré, ce qui nous a permis d'avoir une séparation des logiciels, le logiciel métier qui va envoyer la télémétrie et la partie sécurisation avec une application sécurisée qui tournera dans la partie optique. Et enfin, un système de mise à jour. Donc là, on va utiliser deux outils, l'Azure Device Update ou l'ADU, qu'on va retrouver, qui va s'occuper de toute la partie communication avec Azure, authentification, récupération de l'image et vérification qu'elle n'a pas été modifiée pendant la transmission et pendant le stockage. Et enfin, SW Update, qui est un utilitaire local qui va permettre de déployer la mise à jour. Et là, on va vérifier effectivement l'authenticité de toute notre image, les différentes parties, donc avec le chiffrement, etc. Et enfin, un point hyper important, c'est qu'on a toujours ces préoccupations par rapport aux performances. Donc en fait, quand on parle de sécurité, il faut toujours pondérer par rapport aux performances et aux coûts. Parce que tout ce qu'on a pu voir précédemment, c'est hyper important. Par contre, on ne parle pas suffisamment du coût. Et en fait, il peut y avoir un coût qui peut être hyper élevé pour notamment un client comme celui-ci, qui n'avait pas pensé que déployer juste une fonctionnalité de monitoring de suivi de consommables aurait un impact aussi important. Donc en fait, l'idée va être de pouvoir sécuriser notre système le plus possible sans qu'on ait une contrainte de coût qui soit extrême ou alors de performance. En fait, l'idée, c'est si on a un système qui est totalement sécurisé, mais par contre, on a des performances qui sont totalement dégradées et le système ne peut plus maintenir son mode de fonctionnement normal, c'est un problème. Si jamais
on fait une gateway qui est totalement safe et qui utilise le plus haut niveau de security level, donc le niveau 4. Sauf qu'au niveau du coût, bah, on explose le coût par 5. Ça ne sera pas possible. Donc en fait, il faut vraiment pouvoir pondérer. Et en fait, pour vous montrer que bah, mettre en place quand même un système qui est à minima robuste et qui permet au moins d'avoir un niveau 2 de sécurisation, bah, ça coûte que 5 à 10 de consommation. En fait, ce qui est dans notre cas négligeable et ce qui peut être potentiellement négligeable dans pas mal de cas. En fait, on voit que l'impact performance, on a beau dire bah, non, mettre en place ça, mettre en place des clés qui vont être rotationnées, mettre en place un secure boot, mettre en place une trust zone, etc. Ça aura un impact très lourd sur notre système. Pour le coup, pas forcément. Par exemple, ici, dans notre cas, on n'est que 5 à 10. Donc, pour finir cette présentation, donc, en gros, on peut résumer le Security by Design par 4 gros points. Donc, l'analyse préliminaire, donc c'est vraiment pouvoir cartographier les différents risques sur notre système, donc générer justement cette matrice en fonction de notre contexte. Donc, en fait, si on développe un système embarqué, donc est-ce qu'il y aura du hardware? Oui, non. Est-ce que c'est que du logiciel? Oui, non. Est-ce qu'on va faire transiter des informations patients? Si on fait transiter des informations patients, ça veut dire qu'on va avoir un risque plus important et potentiellement être soumis au RGPD. Est-ce qu'on fait du stockage en local de nos systèmes? Si on fait du stockage en local dans notre système et qu'on a des informations patients, ça veut dire qu'il faudra aussi chiffrer au stockage. Donc, en fait, en fonction de notre contexte, on va avoir différents risques. Et comme on a pu le voir dans la présentation précédente, on va pondérer ces risques. Et du coup, effectivement, c'est un peu subjectif, mais il y a quand même certains risques qui sont totalement qui sont clairs. En fait, un système qui n'a pas d'authentification, qui n'a pas de clé, bah, c'est un risque qui est très fort. Après, il y a certains risques qu'on va pouvoir diminuer parce que du coup, on est dans un contexte un peu isolé, on n'a pas de données patients, enfin, on peut réduire potentiellement certains risques. Donc, en fait, l'idée, c'est on faire une première analyse de notre cas concret. La partie design, donc c'est ce qu'on va retrouver dans les différents documents. Donc, comment est-ce qu'on va protéger les secrets? Comme dit précédemment, il faut pouvoir protéger le plus possible ces secrets-là et pas les mettre à exposition. C'est bien beau d'avoir un système de clés, d'avoir un système d'authentification, de TLS, etc. Si au final notre système est une passoire et juste avec un câble USB, on peut se connecter dessus, passer en super utilisateur et prendre la main dessus, c'est quand même ballot. Et réduire la surface d'attaque. Pareil, ne pas avoir 50 applications qui ne servent à rien sur notre système et qui potentiellement, demain, il y a une faille sur un paquet, ce qui est déjà arrivé, un paquet qui a été utilisé de manière globale ou alors une librairie qui a été utilisée de manière globale, on n'est même pas au courant qu'on utilise cette librairie-là, bah, potentiellement, on a une faille d'attaque. Donc en fait, c'est pareil, dans le design, il faut aussi prendre en compte tous les softwares qu'on va utiliser, ou alors toutes les librairies qu'on va utiliser. Donc au moins avoir cette vision-là, pour justement pouvoir suivre si jamais il y a des mises à jour, des choses comme ça. Quand on parle de mise à jour, justement, c'est le prochain point. Donc le cycle de vie du produit, ce n'est pas juste à la production et à la mise en vente du système, c'est vraiment pouvoir suivre le produit à l'exploitation et ses évolutions. Donc en fait, quand on veut développer un système IoT, il faut penser plus large. Donc en fait, penser sur plusieurs années, penser que le coût sera aussi impacté. Enfin, il y aura un impact pas juste de développement, mais un impact de maintenance. Donc il va falloir suivre les produits et pouvoir les mettre à jour régulièrement. Et enfin, la gestion d'incidents. Donc c'est le pendant qui est hyper important, c'est pouvoir réagir très vite sur un problème. Donc il va falloir potentiellement, sur une faille logicielle ou faille d'exploitation, pouvoir avertir les autorités compétentes, pouvoir révoquer potentiellement certains devices pour éviter la propagation, euh, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est vraiment comment est-ce qu'on va gérer un incident. Donc en fait, c'est vraiment les 4 pendants. S'il manque un des points, on peut considérer qu'il y a un trou dans la raquette. Après, on peut en rajouter potentiellement, mais ces 4 points-là sont vraiment les 4 points les plus importants. Et du coup, la petite phrase qui peut résumer justement un IoT. Donc, c'est un IoT sécurisé, repose sur la confiance, la maîtrise du cycle de vie et de sa capacité à agir aux incidents. Donc, en fait, c'est vraiment la phrase qui résume un IoT qui a été conçu sécurité by design de base. Donc, en fait, c'est pouvoir justement sécuriser le système à la base sans que ce soit justement une surcouche. En fait, il ne faut pas penser à sécurisation comme une surcouche, mais vraiment penser à la base. Si on pense comme une surcouche, potentiellement, la partie protection des secrets, elle se fera là. Alors que pour le coup, c'est vraiment une partie qui est hyper importante, comme la métaphore qu'on a pu avoir précédemment avec le coffre-fort. Voilà, merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette présentation? Genre, au fond de la salle. Ah non, bah, je prends la question plus près. Désolé.
J'ai une question en termes d'analyse de valeur pour le client. Vous avez dit c'est 5 à 10% de plus de consommation, enfin de performance sur le système informatique. Vous avez dit finalement pour le client, c'était beaucoup, enfin, vous avez suggéré que c'était beaucoup de choses pour une fonction de suivi de consommables, c'est ça? Par rapport au coût? Par rapport, oui. Vous avez dit le client, il voulait suivre les consommables Ouais. de son outil de dentiste. Ouais. Et il y a une analyse de valeur par rapport au coût de développement de cette solution, par rapport aux fonctionnalités que lui recherchait. Exactement. Donc en fait, lui, potentiellement, il s'est dit le coût de développement coûtera X milliers d'euros potentiellement. Son coût de revient sera tant. Par contre, en fait, il s'est dit, bah, en fait, juste pour remonter de donner le périmètre. D'accord. Donc ça n'a pas été développé, elle n'a pas été développée cette solution. Si, parce qu'en fait, l'idée, c'est c'est que la gateway sera utilisée à d'autres fins. Donc en fait, dans ce cas-là présent, effectivement, le coût est important. Par contre, vu que la durée de vie du système est potentiellement de X années, en fait, ils ont intégré potentiellement les différents composants qu'ils vont avoir. En fait, pour l'instant, c'est le premier device qui va être connecté. Et ensuite, ça sera une passerelle connectée. Donc en fait, donc, en fait, on va pouvoir rajouter des systèmes. Donc en fait, là, pour l'instant, ce n'est pas rentable, mais potentiellement, dans 5-6 ans, ça le sera. Il y a d'autres services qui seront utilisés, d'où le fait d'avoir surdimensionné potentiellement l'architecture pour pouvoir encaisser. Alors moi, j'ai une question sur qu'est-ce que vous avez mis en place après pour le suivi de vos librairies utilisées sous Linux et voir les nouvelles failles qui apparaissent. Est-ce qu'il y a des outils particuliers que vous utilisez ou de la formulation là-dessus? Là, comme ça, je ne l'ai pas en tête, mais du coup, oui, effectivement, on va suivre toutes les librairies. Donc, déjà avoir un référentiel de toutes les librairies qu'on a. Ensuite, suivre les différentes librairies. Donc, potentiellement sur le site de Debian, par exemple, pouvoir suivre les librairies qu'on aura utilisées, suivre les différentes versions et les différents événements. Là, je n'ai pas le nom en tête, mais actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va potentiellement, on va les suivre une à une. En fait, vu que le système n'utilise quasiment rien, en fait, on va suivre les principales. Dans un cas plus évolué où effectivement on en aura une cinquantaine, là, il faudra mettre en place un système. Là, actuellement, on fait une vérification potentielle de chacune des mises à disposition. Et le truc qui est important, c'est au moins d'avoir une connaissance des différentes librairies qui sont utilisées. Même si elles ne sont pas forcément vérifiées, c'est au moins avoir la connaissance d'utiliser telle ou telle librairie. Ah, merci. Du coup, ça fait, désolé Agnès, on fait une transition sur le côté cartographie justement.